Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse Warcry. Vous nous l'avez demandé, on est présent ce soir avec Siggy. Siggy, notre homme de l'ombre, celui qui chapeaute un petit peu tout ce que vous ne voyez pas et surtout le Discord. Merci d'ailleurs infiniment Siggy à tout le travail que tu fournis pour la chaîne. Siggy, si tu veux bien te présenter. Salut la commu, si vous me connaissez du Discord, là en plus de voir mes magnifiques paroles écrites, vous aurez le droit à ma voix. Bah merci en tout cas d'être là avec moi ce soir pour cette analyse de la nouvelle faction Darkot sur Warcry. Enfin, ils sont grands, ils sont beaux, ils sont forts, c'est les Darkot. Alors, on va vous faire ça, on va structurer la chose de la manière suivante. On va commencer par les aptitudes, ensuite on verra les profils pour les Darkot de base, entre guillemets, et ensuite on verra la bande de Brand, parce qu'en fait, ils font partie des Darkot et vous pouvez les jouer, c'est des Darkot en fait. C'est ça. Alors, je prends mon petit téléphone parce qu'on a la chance ce soir, le site de Warhammer Community bug, du coup on n'a pas accès aux fiches, heureusement qu'on avait déjà téléchargé tous les profils sur le téléphone, donc je vais me servir du téléphone. Et on commence avec la réaction des Noirs Serments, qui est le glorieux trépas. Je sais pas si tu l'as en français toi Siggy, ou tu regardes en anglais. Je l'ai en anglais, mais t'inquiète, je fais la trad. Allez, c'est bon, nickel. Donc, glorieux trépas, les combattants avec la marque runique de bête ne peuvent pas faire cette réaction, et vous allez voir que tout au long de cette analyse, et ben en fait, tous ceux qui ont la marque runique bête, donc un seul personnage, ne pourra pas faire la plupart des actions, des aptitudes. Donc le combattant qui a la marque runique bête ne pourra pas faire ça. Un combattant peut faire cette réaction quand il est ciblé par une action d'attaque de mêlée après avoir fait la somme des dégâts, mais avant qu'il lui ait été alloué. S'il suffise à mettre ce combattant hors de combat, on va pouvoir gagner un double d'une valeur de 1. Donc un double 1. Et ça, c'est trop cool. Donc une réaction super sympathique. Si ce combattant a la marque runique de héros, on gagne à la place un triple, toujours d'une valeur de 1. Et si ce combattant est favori, vous allez voir ce que c'est par la suite, on gagnera alors un quadruple d'une valeur de 1. Donc il y a tout un système qui nous permet en fait de gagner des dés bonus, hein, des doubles, des triples et des quadruples. Je trouve ça vraiment fun et original. Qu'est-ce que t'en penses toi Siggy? Je trouve que c'est une très bonne réaction. De base, une réaction qu'on peut faire après s'être fait taper dessus, c'est toujours bien. Parce qu'on a tendance un peu à utiliser le counter de base quand on a peur qu'un perso meure. Et parfois, on a tellement de chance, le mec loupe tout et on a juste mis un counter dans le vent. Là, on est face à une compétence, enfin une réaction, qui ne s'active qu'une fois, en gros, qu'on sait que son perso va mourir. Et donc là, on peut donc garder sa réaction, espérer que son mec survive, et s'il ne survit pas, on l'utilise et on gagne des doubles, voire des triples, voire un quadruple. Carrément, carrément. Et ça même, ça oblige l'adversaire à, quand il va vous taper, à attendre que vous ayez fini de vous activer pour vous taper. Parce que si vous tape avant, lui dans sa tête, il va se dire je vais lui donner un double, un triple ou un quadruple. Et ça peut vraiment changer la suite de la partie. En fait, ça change le déroulement de la bataille. Moi, je joue contre un joueur d'Arkot. Je sais que potentiellement, si je lui tue son héros qui est favori, je lui donne un quad derrière. Un quad, ça peut lui débloquer une super aptitude et ça peut changer la suite de la bataille. Donc, je trouve que c'est vraiment à prendre en compte et c'est une réaction qui est, pour moi en tout cas sur le papier, assez dangereuse. Je suis d'accord, elle est dangereuse, elle représente une menace perpétuelle, hein, parce que maintenant, même le plus petit chaff que tu vas buter peut rapporter un quad, enfin, s'il a été favorisé avant, on est dans un contexte, mais il peut aller rapporter jusqu'à un quad à une autre grosse figurine, et donc un sac à ciel, voire plus. Donc c'est très dangereux. On va directement rentrer dans le vif du sujet, vous allez comprendre, avec le serment du meurtre. Le double classique que tout le monde peut utiliser. Les combattants avec la marque runique de bête ne peuvent pas l'utiliser. Comme je vous ai dit, le personnage qui a la marque runique de bête, lui, pourra faire aucune aptitude, sauf l'aptitude finale, le quad. Donc comme ça, c'est dit. Après avoir utilisé cette aptitude, ce combattant est assermenté. Donc en fait, on utilise un double et on va assermenter un de nos combattants. Une fois que ce combattant est assermenté, quand il met un combattant ennemi hors de combat, pendant son activation, il devient un guerrier favori. Et après qu'un combattant ami est devenu favori, gagner un double d'une valeur de 1. Donc déjà, la première chose, c'est que du moment où on assermente un combattant, qu'il tue un combattant adverse,
nous on gagne un double et lui devient guerrier favori. Et en fait, ça débloque beaucoup de choses parce que vous allez voir que par la suite, toutes les aptitudes sont optimisées une fois que vous l'utilisez avec un guerrier qui est favori. Voilà. Il y a 2 versions à chaque fois. Une première version pour les guerriers qui ne sont pas favoris et une version upgradée pour les guerriers favoris. Qu'est-ce que tu penses de ça, Siggy? Je trouve aussi que c'est une très bonne aptitude. Premièrement, bon, ça, on verra plus tard que toute la mécanique des arcautes repose sur la mécanique de faveur. Donc, c'est un double qu'on va utiliser énormément. En plus, c'est un double qui peut être pratiquement gratuit, parce que si on le réalise, eh ben, on regagne un double. Certes, de valeur 1, mais il me semble qu'il n'y a pas énormément d'aptitudes qui demandent d'avoir des grosses valeurs d'aptitude pour le reste des arcautes. Donc ça fait un double pour un double. Donc une aptitude quand même gratuite. Et encore une fois, on peut toujours déclarer un double avant d'attaquer. Donc on peut déjà faire une première attaque, voir si on blesse assez l'adversaire pour pouvoir le tuer à la seconde attaque et n'utiliser un double qu'à ce moment-là. Donc moi je trouve que c'est une très très bonne aptitude. Et elle est à prendre, moi en anglais en tout cas, c'est écrit qu'il devient assermenté pour le reste de la bataille. Donc, pas durant la bataille. Donc tu le fais ronde 1, tu devais favoriser ronde 2 ou ronde 3. Ça reste quand même un double que tu peux utiliser au tout début et qui peut être rentable plus tard. Exactement. Alors, je sais pas si moi j'ai dit jusqu'à la fin du round, mais c'est pas jusqu'à la fin du round, hein, c'est jusqu'à la fin de la bataille. Donc, une fois qu'il est assermenté, votre combattant, il est assermenté. Et on peut constater c'est un gameplay qui va se jouer avec un gros cyclage comme ça d'aptitudes qu'on va utiliser, qu'on va regagner par la suite. Et je pense que la première chose qu'on voudra faire en début de partie, c'est utiliser nos doubles et les mettre sur nos personnages principaux, sur nos héros, pour qu'ils soient directement assermentés. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le gameplay. Je n'ai pas encore testé sur table, mais je me dis, dès le T1, boum, j'assermente mes combattants, comme ça, c'est fait. Et puis après, du moment où ils tueront leur premier guerrier, ils passeront favoris. Et là, j'aurai toutes les aptitudes sur eux qui seront boostées. Et vous allez voir qu'il y a des aptitudes qui sont des pures pépites. Au round 1, on a souvent tendance à utiliser le double rush pour ruer, en français, pour se rendre plus vite au combat ou prendre des objectifs rapidement. Mais on n'est pas là pour tuer. Alors que souvent, là, avec ça, on pourrait directement placer nos doubles sur nos gros combattants. Donc c'est même pas une perte. Pour moi, c'est presque gratuit, en fait. Ce double, pour moi, il est presque gratuit. Effectivement, on peut dire que c'est de l'investissement en fait sur du long terme. On commence, on place nos petits doubles et on sait que par la suite, ça sera rentable, quoi. Mais je pense, alors là je le dis comme ça, alors c'est vrai que la vidéo n'est pas encore terminée, mais je pense que c'est une bande qui n'est pas du tout faite pour un débutant parce qu'elle va être hyper complexe à prendre en main. Vous allez voir que intrinsèquement les combattants ne sont pas très forts, donc il va falloir vraiment bien user des aptitudes pour pouvoir arriver à nos fins. Je suis d'accord, je pense qu'on verra au fur et à mesure que les aptitudes effectivement demandent très importantes pour la bande. On ne peut pas vraiment jouer sans. Il y a des histoires de placement, voilà. Il y a quand même beaucoup de choses qui requièrent une bonne maîtrise du jeu. C'est une bande qui a des aspects très sympathiques, mais effectivement qui repose énormément sur ses compétences et qui mal utilisée peut perdre énormément de puissance. Exactement. Bon, du coup, c'est vrai qu'on aurait pu dire ça à la fin, mais je sais pas, ça m'est venu comme ça. On enchaîne avec les 2 doubles suivants. Pourquoi les 2 doubles suivants? Parce que les 2 prochains sont utilisés par la cavalerie. La cavalerie uniquement, comment dire ça? La cavalerie classique, donc pas le héros monté. Et pour moi, c'est les entrées les moins intéressantes. Alors peut-être que tu auras un avis différent, mais pour moi, c'est les entrées les moins intéressantes en Darkot. La première aptitude, c'est Assaillant Véloce. Cette aptitude peut être utilisée après une activation où ce combattant a utilisé une action de mouvement et si ce combattant s'est terminé à 1 pouce d'un combattant ennemi, le combattant fait une action d'attaque de tir bonus qui doit cibler un combattant ennemi. Donc, de toute façon, on va pouvoir tirer au corps à corps parce que le javelot n'a pas de portée minimum, donc pour ça, c'est pas un souci. Si ce combattant est favori, ajoutez la valeur de cette aptitude aux dégâts alloués par chaque touche et touche critique de cette action d'attaque de tir.
Donc c'est cool parce que ça nous fait un tir assez puissant et c'est plutôt pas mal. Mais mine de rien, derrière, vous allez voir que les profils, moi je les trouve pas ultra sexy. Ensuite, je finis avec ça, Siggy, et tu vas me donner ton avis. Ensuite, toujours les cavaliers ont la ténacité du pillard, retirée jusqu'à autant de dégâts à ce combattant que la moitié de la valeur de cette aptitude. Donc c'est sur un double encore. Donc si vous avez un double 6, ça sera 3. Si vous avez un double 1, vous aurez sûrement beaucoup de double 1 parce que vous les récupérez au fur et à mesure de la partie. Donc vous allez soigner 1. Mais par contre, si ce combattant est favori, on lui soignera de 3. On retirera 3 dégâts supplémentaires. Alors, je dis une bêtise, c'est 3 dégâts supplémentaires. Donc en fait, on peut monter même jusqu'à 6. Hein. Ah, Ouais, oui, 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 complètement. c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, vous retirez déjà, si c'est un double 1, vous retirez 1, plus s'il est favori 3, donc vous montez à 4. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, concernant le premier double, Swift Attacker, donc j'ai oublié le nom en français. C'est une attitude qui est sympa sur le papier, mais on le verra quand on sera sur les profils, qui est, je trouve, pas du tout adaptée à la figurine sur laquelle on peut utiliser. C'est une unité qui peut attaquer à distance, et là, pour utiliser ça, on se retrouve au corps à corps avec quelqu'un. Et on se retrouve au corps à corps pour lui faire une attaque à distance, qui n'est pas son meilleur profil, on le verra plus tard. Donc c'est drôle parce que c'est une charge, et on a tous envie, quand on est sur un canasson, de foncer sur les autres, faire la charge du rang, on a tous envie de faire ça. Sauf que dans les faits, je trouve que ça dessert une des puissances qu'on retrouve un peu aujourd'hui dans la méta Warcry, qui est les attaques à distance. Là on se retrouve à utiliser une unité qui se déplace très vite et qui attaque plutôt loin pour la bloquer au corps à corps. Parce qu'on finit à 1, donc on est engagé avec le figurine ennemi. Donc si on la tue, ça marche bien. Mais si on la tue pas, on se retrouve avec un combattant engagé qui a pas une énorme défense. Enfin, on verra ça au niveau des profils, mais je trouve que ça bloque, c'est pas très bien compte tenu du profil de la figurine. C'est pas une mauvaise aptitude, mais elle est pas adaptée, je trouve, à la façon dont on devrait jouer la figurine. Et bon, le fait qu'une fois favorisé, effectivement, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Mais il faut déjà avoir réussi à tuer avec cette figurine. Donc, pas favorisé, pour moi, c'est un niet direct. Favorisé, on peut quand même arriver à sortir quelque chose, mais c'est pas fou de souvenir. L'attaque à distance, c'est seulement 2D. Donc, même si on fait des critiques sur 2D, c'est pas fou pour moi. Je préfère beaucoup plus la deuxième compétence pour l'autre profil parce que on se retrouve pareil, une figurine qui bouge à 10 et qui gagne en survivabilité. C'est-à-dire que on peut régénérer jusqu'à 3 PV. Ça semble pas énorme, mais ça permet quand même parfois de survivre. Parfois, notre figurine va survivre à 1 PV, 2 PV, et on peut réussir à gagner en survie grâce à ça. Et en plus, si elle est favorisée, on se retrouve donc entre 4 et 6 PV soignés. Là, c'est Byzance. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais vous allez comprendre pourquoi, en fait, au fur et à mesure de l'analyse, vous allez comprendre pourquoi on va pas jouer ces profils. Premièrement, on va pas utiliser ces aptitudes parce que ils fonctionnent avec les profils de cavalier, comme je vous ai dit. Et malheureusement, les profils de cavalier sont vraiment pas fifous. Et si on veut un cavalier qui tape un petit peu, surtout au niveau du javelot, on va prendre le cavalier héros, le chef d'unité. Et prendre un chef d'unité, ça nous prend en fait un slot de héros. Et que vous allez voir que dans les constructions de liste, on doit bien choisir nos héros, on en a besoin, parce que c'est les personnages qu'on va vouloir assermenter à tout prix. Et honnêtement, me prendre un slot de héros pour un chef cavalier, je suis pas très chaud. Du moins, après, à tester, hein, parce que c'est toujours la vision qu'on peut avoir sur papier et sur table, il y a toujours un monde entre les deux, donc là, maintenant, sur papier, je dis non. Peut-être qu'après, à tester sur table, ça peut être intéressant, juste par rapport au fait que le combattant bouge vite. Je suis d'accord avec toi, hein, c'est des profils que je trouve peu intéressants, qui seront pour moi... Alors déjà, les versions champions, c'est non. Il y a clairement des héros que je préfère. Et les versions non champions, les versions de base, comme j'ai dit, je préfère clairement la version sans javelin.
parce que elle coûte moins cher et je préfère son aptitude. Et je pense qu'elle a plus de chances de se rendre utile, mais ça reste une unité. J'en prendrais une peut-être dans ma bande pour combler, on va dire, combler un manque de rapidité. Mais c'est clairement pas sur ces unités-là que je vais me reposer. Ah, mais je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Alors, maintenant, on va voir les deux aptitudes vraiment golden des Darkoth, hein, de cette team. Vous allez voir qu'ils sont incroyables et ils nous obligent à prendre 2 héros. Mais c'est les 2 personnages qu'on a de base envie de rentrer. Donc, c'est très très bien. Ça combote bien ensemble. Je vais vous les lire. Le premier, c'est chef de guerre. Pour moi, c'est vraiment the aptitude. Si je l'ai bien compris, hein, tu me redis par la suite, Siggy. Donc c'est un triple. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était des doubles. Là, c'est un triple. Choisissez un combattant ami visible avec la marque runique de Noir Serment à 6 pouces de ce combattant et qui n'a pas encore été activé à ce round de bataille. Vous pouvez activer le combattant choisi immédiatement après que l'activation du combattant qui utilise cette aptitude se termine. Donc jusqu'à là, en gros, c'est un genre de présence exaltante. On bouge notre personnage et avec un triple, on va faire chef de guerre et on va bouger un autre perso. Sauf que, si ce combattant est favori, on va pouvoir choisir jusqu'à 2 autres combattants avec la marque runique de Noir Serment au lieu de 1. Donc bien sûr, chef de guerre, vous allez le jouer, surtout si votre personnage, il est favori. Donc s'il est favori, vous allez pouvoir bouger 2 persos. C'est pas fini. Donc, jusqu'à la fin du round de bataille, chaque combattant choisi, soit 2 combattants si vous êtes favori, pourront utiliser l'aptitude présence exaltante sans avoir besoin ni dépenser de dés d'aptitude, y compris le premier. En gros, vous allez pouvoir activer 2 combattants et ces 2 combattants pourront à leur tour utiliser présence exaltante, donc activer 2 autres combattants. Attention, garde-fou, pour utiliser présence exaltante, il faut être un héros. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va construire nos listes, on va essayer d'avoir 3 héros. Donc c'est le maximum sur nos constructions de listes pour pouvoir espérer avoir ce combo au maximum. Ça veut dire bouger en tout 4 combattants. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que j'ai pas dit de bêtises par rapport à ça? Tu l'as compris comme moi ou pas? Parce que moi j'ai lu en français, toi tu lis en anglais. Donc Ah ouais, je le confirme que c'est bien comme ça que je le lis aussi. J'avoue, je n'avais pas réalisé. Moi, je pensais qu'il gagnait effectivement le droit d'utiliser Présence Exaltante sans avoir la marque de héros. Mais tu as raison, Présence Exaltante a la marque de héros dans ses règlements. Donc, tu es obligé de l'utiliser sur des héros. Moi, justement, je trouve ça intéressant, mais ça manque justement le fait de pouvoir prendre jusqu'à 2 autres héros qui eux aussi pourront utiliser Présence Exaltante. Présence Exaltante, ça reste quelque chose quand même qui est très fun parce qu'on bouge toute l'armée d'un coup. Par contre, on crame nos activations très vite. Ouais. Donc c'est quelque chose qui va demander effectivement, encore une fois, très, très technique. Je pense que c'est une des compétences les plus techniques de la bande, qui peut être dévastatrice. Bien utiliser, ça peut être dévastateur parce qu'on active jusqu'à 5 figurines, parce que tu actives le leader qui va lancer la première attitude, puis 2 autres qui eux-mêmes vont utiliser Présence Exaltante, donc on peut activer jusqu'à effectivement 5 figurines au total, avant que l'autre, l'adversaire, puisse riposter. C'est très fort. Après, donc 5 figurines, on rappelle sur Warcry, on joue souvent dans un ordre d'idée de 10, 11 figurines, donc tu as la moitié de ta bande qui est activée d'un coup. Ça peut être très fort, mais après, le contre-coup peut être très très dur à payer. Donc vraiment, pour le coup, très technique. Exactement, t'as vraiment tout dit, c'est bien résumé. Je pense que c'est l'aptitude qu'on utilise une fois par game. Par exemple, au tour 3, si vraiment les étoiles s'alignent, que vous avez déjà fait en sorte que votre guerrier qui va utiliser cette aptitude soit favori, normalement ça devrait être jouable, qu'il y ait une grosse mêlée au milieu, et là vous activez cette aptitude, bah, c'est golden. Et il faut pas que vous loupez vos dés par la suite, parce que si vous activez votre aptitude, ce que vous allez faire, c'est taper avec les autres combattants, je pense. Hein. Bouger, taper, ou taper si vous êtes déjà au corps à corps, pour essayer de terminer les menaces adverses, pour pas que lui, derrière, il fasse ce qu'il voulait faire. Et donc, si les étoiles s'alignent, ben derrière, vous lui faites
extrêmement mal, et je pense que vous pouvez plier la game. Mais par contre, si vous chiez vos attaques, et ben comme a dit Siggy, le contre-coup peut faire vraiment très très mal. Voilà, présence exaltante, c'est pas une aptitude qui est souvent utilisée par les joueurs, mais je sais que par exemple Luce, il l'a joué beaucoup, parce que c'est une aptitude qui peut permettre de retourner certaines situations. Donc je pense que moi, chef de guerre, ça peut être une aptitude ultra violente, mais qui demande une maîtrise de jeu très 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 avancée. Je pense que c'est peut-être l'aptitude la plus compliquée à mettre en place qu'on a vu sur le jeu, mais qui paye derrière. Pas une aptitude compliquée qui sert à rien, quoi. Je suis d'accord, c'est une aptitude très compliquée dans son utilisation, mais aussi dans sa composition de liste. C'est-à-dire que comme on a besoin d'avoir à minima 3 héros, dont un leader d'Arcote, pour pouvoir l'utiliser, ensuite il faut qu'ils soient bien placés les uns par rapport aux autres. C'est très 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 complexe. Et ça demande effectivement un bon list building parce qu'on veut avoir des personnages qui payent. C'est vraiment un côté qui tout double. On les active, on va activer donc jusqu'à 5 figurines. Bon, c'est le meilleur des mondes, hein, mais même en activer ne serait-ce que 3 figurines, il faut que ça paye. Si on arrive à son objectif, tuer une figurine ou raser un ensemble de petites chaffes pour pouvoir contrôler un objectif assez facilement, si ça paye, c'est super. Mais comme je l'ai dit, si ça paye pas, le contre-coup il peut être très 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 brutal. Donc une aptitude à réserver aux experts du début de la création de sa liste au jeu. Clairement, clairement. D'ailleurs, je suis en train de penser à un truc, parce que je vous ai préparé 2 listes par la suite. Après, ça va vous donner des pistes, hein. Les créations de listes, il y en a des tonnes. Mais voilà, j'ai créé une liste full d'Arcode sans prendre la bande de Brand, qu'on va la voir juste après, et une liste avec. Et dans ma première construction de liste, vous allez voir par la suite, on va jouer comment il s'appelle en français? C'est le Gastefaux Noircèrement. Et donc c'est la bête qui tabasse. Et en fait, avec cette aptitude-là, chef de guerre, ils nous disent pas qu'on ne peut pas activer ce personnage par la suite. Donc en fait, dans nos combos de perso qu'on va pouvoir activer, on va pouvoir lui l'activer et du coup le faire taper avant, tu vois, genre faire un combo genre leader plus lui par exemple, et vraiment avoir une grosse force de frappe lorsqu'on va s'activer. Et ça peut faire très mal. Oui, c'est là, effectivement, ce genre de combo peut être extrêmement puissant. Il y a Ouais, à n'en pas douter. ouais, surtout que je rappelle une chose, hein, pour les personnes qui sont un petit peu novices dans Warcry, quand on fait une présence exaltante, donc c'est du moins la présence exaltante ou là pas là pour le coup chef de guerre, mais chef de guerre nous dit qu'on peut faire aussi présence exaltante. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous activez un combattant, vous pouvez faire une aptitude pendant son activation. Mais si cette aptitude dit que vous activez un autre combattant, le prochain combattant que vous activez, lui, peut aussi utiliser une aptitude. Donc vous pouvez comme ça booster, si vous avez plusieurs dés d'aptitude à jouer, et ben vous pouvez comme ça faire une combinaison et un enchaînement, comment dire ça, un enchaînement en fait d'attaques assez puissantes, et ça peut faire vraiment très mal. Bon, j'arrête avec ça, hein. Vous avez compris que ça peut être très fort, mais très compliqué à mettre en place. Ça m'amène une question, je me pose la question, comme l'habitude dit qu'on peut utiliser présence inspirante sans utiliser, n'avoir besoin de dés ni d'utiliser, est-ce que tu penses qu'on peut utiliser une seconde aptitude pendant l'activation de cette figurine? Je savais que tu allais me poser cette question. Alors, moi j'aurais dit non. Parce que même si l'aptitude elle est gratuite, on a quand même utilisé une aptitude. Et les règles de base nous disent qu'on ne peut pas faire 2 aptitudes avec un perso. Donc j'aurais tendance à dire non. Après, il faut clarifier les choses. Je suis assez d'accord avec toi sur le wording des règles de base. On est plus sur l'idée une aptitude par activation. Et là, on n'a pas quelque chose qui nous dit qu'on peut passer cette restriction. Et bon, juste pour rappeler, la présence inspirante, on l'utilise peu et c'est très dur à utiliser. Et pour l'avoir subi de la part de notre bon ami Luce, ça peut surprendre très très fort.
et mettre dans un état de dépression assez rude où on pensait avoir un beau combo et on se fait inspirer présence sur la gueule. Voilà, bon. Ah ouais, mais Bon, Luce, il est... des Luce, mauvais souvenirs, des mauvais souvenirs. Luce, il adore cette aptitude. C'est vrai. Mais il Euh, l'utilise très bien. Il Ouais, l'utilise ouais, extrêmement bien. carrément, carrément. Du coup, on va continuer avec le deuxième triple, rallier les tribus, qui va être utilisé par le deuxième leader qu'on va jouer automatiquement, qui nous dit que chaque combattant ami avec la marque runique du noir serment et de guerrier, donc c'est les petits à 70 points, à 6 pouces de ce combattant, fait une action de mouvement bonus. Si ce combattant est favori jusqu'à la fin du round de bataille, chacun des combattants compte aussi comme un combattant supplémentaire qui détermine quel joueur contrôle un objectif. Donc en gros, on claque ce triple-là, on va pouvoir faire bouger tous nos combattants qui ont le keyword guerrier à 6 pouces du combattant qui utilise l'aptitude. On va pouvoir les faire bouger gratuitement. Et en plus de ça, jusqu'à la fin du round, on va compter pour 2 en fait, parce que chaque combattant compte pour 1. Donc là, on va compter pour 2 sur la prise d'objectif. C'est vraiment trop trop fort. Juste, je rappelle un truc, si vous êtes vraiment riche en aptitude, vous pouvez combiner le premier, du moins le premier triple qu'on a vu, et le deuxième triple. Alors là, vraiment, si vous faites ça, c'est que toutes les étoiles se sont alignées, mais vous pouvez très bien utiliser le premier chef de guerre, faire bouger, du moins activer la queen, parce que c'est elle qui fait l'aptitude de rallier les tribus, claquer son aptitude, et par la suite, faire bouger tous les combattants, vous rapprocher, vous mettre en place pour taper. Bon, bref, vous pouvez faire des combos de malades mentaux, en fait. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Siggy? Ah, encore une fois, aptitude, bon, ça, je le dis beaucoup, mais vraiment cette bande, elle est superbe. Alors, ça fait bouger les Dark Oath avec le symbole Warrior, donc ça, c'est tous les petits, hein, de me souvenir, oui. C'est ça. Ouais, c'est tous les petits chefs. Donc en fait, ça, c'est la petite horde qui va venir avec la Queen. C'est une super aptitude. C'est assez proche, ou la même peut-être presque, que celle de la City of Sigmar, d'un des personnages de la City of Sigmar, de souvenir. Alors, C'est un mouvement bonus. ouais, ceux de City of Sigmar, en fait, ils t'obligent à te rapprocher de la bannière. Et donc, c'est une certaine contrainte parce que tu es obligé de positionner ta bannière d'une façon pour que tes unités se rallient à toi. Alors que là, c'est free. Tu vas où tu veux à 6 pouces. Du moins, tu fais ton mouvement bonus n'importe où, tu vois. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant en termes de gameplay. Donc c'est encore mieux, hein. C'est-à-dire que là, vraiment, ils peuvent aller où ils veulent, comme tu dis. Et au-delà de ça, en plus, sur la partie unité, combattant favorisé, on est quand même sur... C'est la Queen qui doit être favorisée, pas tous les autres pour compter double. Et ça, on verra les stats de la Queen. Elle a du répondant. Hein, elle peut facilement arriver à tuer quelqu'un. Et donc, très facilement se retrouver avec une petite armée autour d'elle qui compte double sur n'importe quelle prise d'objectif. Et ils sont même pas obligés d'être sur le même objectif. Clairement. Surtout que pour moi, hein, la Queen, c'est le perso que vous devez vraiment avoir dans votre bande. Bah, c'est mon perso préféré, moi, hein, de tous les Dark Oath, et je suis très content de l'avoir déjà peinte. Euh, bon, on verra les profils par la suite, et je vous donnerai aussi des... De Ouais, souvenir, dis-moi. c'est une. Elle existait déjà quand elle était chez Slave to Darkness, Hmm. mais son attitude n'est pas du tout là. Ça a rajouté 1 d'attaque à tout le monde autour d'elle. Donc c'était intéressant, mais cette version-là est quand même beaucoup plus forte selon moi pour tout ce qui est contre l'objectif, qui reste la majeure partie des scénarios. Alors on parle de compétitif, mais même au-delà des scénarios de prise d'objectif, ça reste quand même les majeures parties des scénarios qu'on a dans Warcry. Non, mais clairement. Honnêtement, moi, ça m'a donné envie de jouer Dark Oath, mais déjà, ça m'a redonné envie de jouer à Warcry, parce que j'ai pas joué à Warcry depuis un petit moment, là, depuis avant l'été. Et j'ai envie de faire plein de parties, tester plein de trucs, parce que c'est trop fun. C'est le genre de... Moi, c'est le genre de bande que j'adore. C'est le gameplay où tu te creuses la tête, où t'as plein de combos dans tous les sens. Je sais que Lou, si tu regardes cette vidéo et que tu m'écoutes, tu vas être d'accord avec moi et tu vas vouloir les tester. Parce que je sais que lui aussi, il kiffe ce genre de gameplay. Je trouve ça trop cool. Vraiment, une profondeur de jeu incroyable.
Bon, C'est une bande complète. ouais, ouais. Elle est plaisante, elle est vraiment plaisante à regarder et je pense à jouer aussi. Ouais, ouais, mais carrément. Donc on termine avec le quad. Attention, le quad ne peut être utilisé qu'avec le Gastefov. Gastefov, c'est comment en anglais? Wilderfield, Darkhaut. Ok. Bon, en gros, c'est la seule bête que vous allez pouvoir jouer Ouais. en Darkhaut. Euh, On l'appelle la bête. On va l'appeler la on- bête pour le reste de la vidéo. voilà, on va l'appeler la Hop. bête, ça sera plus simple, effectivement. Donc, ce quad ne peut utiliser qu'avec cette bête-là, qui s'appelle l'œil du Mycène obscur, du Mécène obscur. Donc, vous pouvez choisir un combattant ami visible avec la marque runique de Noir Serment, à 6 pouces de ce combattant qui n'a pas encore été activé à ce round de bataille. Vous pouvez activer le combattant choisi immédiatement après l'activation de ce combattant. Utilise cette aptitude. Bon, en gros, c'est une présence exaltante, pour le moment. Puis, vous pouvez choisir un combattant ennemi visible à 6 pouces du combattant choisi et jeter 6 dés. Donc, vous choisissez un combattant pour pouvoir s'activer après, et le combattant que vous avez choisi, de lui, vous pouvez rechoisir un combattant à 6 pouces. Donc, s'il y a quelqu'un qui essaie de s'enfuir avec un petit trésor, eh ben, vous pouvez essayer d'essayer de le récupérer, de le choper comme ça. Donc, vous choisissez ce combattant, vous jetez 6 dés, pour chaque 4+, alloué à ce combattant ciblé autant de dégâts que la moitié de la valeur de cette aptitude, arrondi au supérieur. De plus, ajoutez 2 à la caractéristique d'attaque de ses actions d'attaque de mêlée jusqu'à la fin de son activation. Déjà, on va faire des petits dégâts bonus comme ça à 6 pouces, et en plus de ça, on va avoir notre combattant qui va gagner plus de dés d'attaque. C'est pas mal, c'est pas le meilleur des quads que j'ai vu, mais c'est un quadruple qui, je pense, peut être intéressant. Qu'est-ce que tu penses, toi? Bon, déjà, c'est une aptitude qui est longue à lire. Ça, effectivement, ça commence par une présence exaltante. Ils auraient pu résumer ça comme ça, uniquement pour les Darkhaut. Ça rendrait quand même le truc plus visible. Après, c'est une attitude qui est sympathique. Moi, je suis toujours un petit peu sceptique sur des quads qui te demandent de lancer encore un jet de dés derrière, parce que les quads, ça coûte cher. Et on va dire, bon là c'est sur du 4+, mais tu peux tout rater. Moi, je suis un habitué sur des 4+, de pas réussir à les faire. Donc je suis toujours sceptique sur relancer des dés après un quad. En plus, là c'est intéressant ce que ça apporte, comme tu as dit, pour finir un petit qui essaie de s'échapper avec un trésor. Mais bon, est-ce que c'est mieux qu'un saccage? Alors, sur un quad 1, peut-être, mais bon, je suis Ouais. même pas sûr. Et après, l'addition des 2 attaques c'est déjà c'est pour la bête, c'est les plus de attaques, qui est déjà une bonne bestiole qui, de souvenir, a 6 attaques, donc on tombe à 8 attaques. Bon, pour moi, c'est un petit peu overkill. Bon, là, quand tu arrives aux 8 attaques pour tuer quelque chose, c'est un peu overkill pour moi. Et le petit bonus en plus, c'est pas autant toutes les autres aptitudes, moi, me font rêver. Celui-ci, je suis beaucoup moins fan et beaucoup plus sceptique. Alors, j'ai une question à te poser. Parce que Mhm. moi, je comprends que les +2 attaques, tu les donnes aux combattants que tu as choisis. Et pas, et pas à la bête. Ouais, Ouais, c'est obscur, ça, les trucs. ouais, ouais. C'est toujours un peu compliqué, parce que en fait, c'est pas précis. Ah. Il nous explique pas, il y a des points, il y a des virgules, il y a plein de trucs. Donc si on reprend ce qui est écrit en français, ils nous disent: «Vous pouvez choisir un combattant ami visible avec la marque runique à 6 pouces de ce combattant qui n'a pas été encore activé à ce round de bataille. Vous pouvez activer le combattant choisi immédiatement après que l'activation du combattant qui utilise cette aptitude se termine.» Donc une fois qu'on a terminé l'activation de notre bête, on va pouvoir activer le combattant juste après. Puis vous pouvez choisir un combattant ennemi visible à 6 pouces de ce combattant, jeter 6 dés. Il y a toujours des points à chaque fois, hein. Pour chaque 4+, alloué blablabla, ça on l'a vu, point. 2+, ajouter 2 à la caractéristique d'attaque de ses actions d'attaque de mêlée jusqu'à la fin de son activation. Moi je comprends que c'est le combattant qu'on a choisi qui gagne +2 attaques. C'est vrai Voilà. qu'en français, ça dit ajouter +2 à ses actions.
Parce que moi, c'est en anglais, c'est attack action made by this fighter until the end of their activation. Donc, c'est vu que au début, le this fighter fait référence à la bête, mais c'est vrai qu'à la fin, moi j'étais resté sur, vu que c'est this fighter, j'étais toujours sur la bête. Mais encore une fois, ça interprète. Mais je pense que le wording serait différent. Je pense que tu as raison. Parce que le wording serait différent. Je pense que ça commencerait pas en disant que tu donnes. Ça, si c'était pour la bête, il commencerait en disant qu'il gagnait plus 2 d'attaque. Et ensuite, tout le reste du chapitre. Alors que là, ça arrive vraiment tout à la fin. Donc ça doit effectivement s'appliquer au fighter qui est activé ensuite. Oui, Donc, moi c'est mieux. C'est mieux, je trouve. Oui. Je reste sceptique toujours pour le double lancer de dés sur un quad, mais c'est mieux. C'est mieux que ce que je pensais. Oui, c'est pas la folie, mais ça peut servir de temps en temps. En tout cas, c'est une option en plus qu'on a dans notre artillerie, et on sait qu'on peut l'utiliser à la place d'un saccage. Voilà. Ça reste un quad. C'est le seul quad de la bande autre que le quad générique. Donc on peut toujours être amené à l'utiliser, ça c'est vrai. Voilà. Et de toute façon, c'est réglé. Si vous jouez pas à la bête dans votre liste d'armées, eh ben vous allez pas la jouer, ce quad-là. Donc voilà. C'est pour ça d'ailleurs, Siggy, que je l'ai montée aujourd'hui et que je vais la peindre pour pouvoir la tester et vous la proposer sur un rapport de bataille. Eh ben j'ai hâte de voir ça parce que c'est une très belle figue qui en plus a de souvenir plusieurs types de têtes au montage, donc c'est ça. des très belles têtes. En fait, t'as 2 têtes au J'espère que tu choisiras la bonne. J'espère que tu choisiras la bonne, la plus belle des deux. Je te dirai pas laquelle c'est. Bah écoute, tu sais ce que j'ai fait? J'ai monté les deux et je les ai placés, j'ai pris celle que je préférais. Et en plus, il y a autre chose, t'as 2 têtes, mais en fait, les 2 têtes, tu peux quand même les moduler un peu comme tu veux avec les cornes. Tu peux choisir, t'as quand même une certaine latitude de création et je trouve ça cool. Franchement, c'était pas mal du tout. Bref, on revient sur les noirs serments et on commence avec l'analyse des profils avec le chef de guerre noir serment sur destrier. Donc vous avez le noir serment sur destrier et le noir serment à pied. Ils ont les mêmes profils d'attaque, donc c'est portée 1 tous les deux, 4D, force 4, et ils font 2 à 5 dégâts. Ils ont les mêmes mots-clés, sauf que celui qui est monté, il a la rune marque de monture, donc ça donne certaines restrictions sur le champ de bataille. Celui qui est monté bouge de 10. Alors par contre, j'ai pas compris pourquoi il a endu 3, alors que le mec à pied, il a endu 4. Surtout que le mec à pied, il a pas de bouclier, il a rien du tout. Ça, j'ai pas compris. Celui à pied, du coup... Ouais, peut-être qu'il est plus torse nu. Bref, celui qui est à pied, lui, bouge de 4, l'autre qui est monté bouge de 10, et celui qui est monté à 28 points de vie, celui qui est à pied, a 20 points de vie. 140 points versus 220 points pour le monter. Qu'est-ce que t'en penses? Quel est le perso que tu choisirais, toi, entre les deux? Alors moi, bon, de base, faut savoir que je suis pas un énorme fan des persos montés. Donc déjà, rien que pour ça, je préférerais jouer la version à pied. Au-delà de ça, je préfère la version à pied parce que la différence de prix, 80 points, pour moi, c'est énorme pour des stats offensives assez proches. Et il faut pas oublier que sa compétence à lui, il va falloir 2 autres chefs, donc 2 autres qui vont coûter quand même un petit peu de sous, un petit peu de points derrière. Donc perdre beaucoup de points sur la version montée, ça m'embêterait parce que ça limiterait encore l'intérêt de cette compétence dont on a parlé, qui est très technique. Donc justement, moi je préfère la version à pied qui est très sympa pour 140 points, je trouve. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, il faut comprendre que pour 220 points, on rentre un chef de guerre donc à pied, plus un petit à 70 points. Et en plus de ça, il nous reste 10 points pour une optimisation. Et de l'autre côté, si on prend celui à cheval, ok, on gagne du mouvement, mais on perd 1 en endu, on gagne 8 points de vie. Pour moi, le trade, il est vite vu. Jamais on prend celui qui est monté. Alors que c'est dommage parce que la figue, elle est vraiment très jolie. Tu pourrais me dire, vu que tu en as un, le Varangard, Ouais.
il a un profil quand même beaucoup plus offensif, beaucoup plus vénère, et il coûte pas 245, quelque chose Non, comme ça? je crois que les premiers profils, ils sont dans les 250 ou de... Ouais, peut-être le D'accord. plus bas. Peut-être le plus bas, il est à 245 et le plus élevé, il doit être à 275, je sais plus exactement, mais ils sont largement plus puissants. Ils Bah, font... c'est ça. Ouais, en fait, C'est ça surtout, hein. il y a pas photo. En vrai, il y a pas photo, c'est Dans incomparable. en fait, dans le chaos, on a des alliés qui sont bien mieux que cette Mhm. version montée. La version à pied se défend parce qu'elle coûte pas si cher et qu'elle a un très bon profil d'attaque. Et bon, l'endu, les 20 PV, 20 PV contre 28, mais endu 3 contre endu 4. Moi, je préfère l'endu 4 pour 20 PV aussi. Mais clairement, surtout qu'il y a autre chose que je suis en train de penser là, et qu'on n'a pas forcément pensé, et que vous pensez pas, j'en suis sûr, en écoutant cette vidéo, c'est que quand vous êtes à moins de 20 ou 22, je sais plus, moins de 20 ou 22 points de vie, quand vous choisissez les optimisations, si vous jouez avec mince, j'ai un trou Siggy. Les bénédictions divines, Avec merci. Avec les bénédictions divines, vous les payez moins cher. Donc en gros, c'est vrai. mettre une bénédiction divine sur le mec à pied vous reviendra moins cher que sur le héros à cheval. Et ça, dans la construction de liste, je trouve que c'est très important. Le passer force 5 Ouais, ferait monter, il me semble que ça serait 20 points, donc ça le fait monter à 160. c'est ça. Ou Et en fait, 165 si c'est 25, mais voilà, enfin, c'est pas. je crois pas que ça soit 25, hein, je crois que c'est 20 points. Bon, là, je les ai Je pas. crois que 25, je crois que c'est la version élite. Attends, je vais vérifier ça pendant que je te laisse parler. Allez, top, comme ça tu vérifies ça. Mais on va vouloir augmenter la puissance d'attaque de nos chefs de guerre, de nos héros. Pourquoi? Parce que si vous avez bien suivi la review qu'on est en train de faire, on veut tuer des combattants adverses pour pouvoir passer guerrier favori et débloquer toutes les aptitudes upgradées. Donc à chaque fois, on va essayer de leur chercher des optimisations. Et l'optimisation qu'on voit à première lecture qu'on veut prendre, c'est le plus 1 en force. Je pense que c'est logique, on va pas prendre plus d'attaque ou plus de dégâts, on va prendre plus 1 en force pour taper sur du 3+, le plus souvent possible. Ou sur du 4+, Ouais. sur de l'armure. Tu Et veux dire un truc, Siggy? oui, c'est 15 points pour le plus 1 en force pour un moins de 22 PV. Bah voilà, c'est nickel. Donc il coûte que 155. Donc aussi cher que la War Queen qu'on va bientôt voir, je pense. Exactement, on attaque de suite avec la War Queen, qui elle vaut 155 points, qui débloque l'autre aptitude, parce que lui, là, le chef de guerre, il débloquait l'aptitude qui était non, chef de guerre, voilà, bah, très bien. Et la War Queen, elle débloque l'aptitude rallier les tribus. Donc bref, dans tous les cas, vous jouez les deux. Et donc, la War Queen, elle a portée 1, pareil, elle a 5 dés d'attaque, force 4, elle fait 2-4 au lieu de 2-5 pour le chef de guerre. Elle bouge de 4 aussi. Elle a, elle, par contre, 5 en endu. Et elle vaut 20 points de vie. Pour 15 points de plus, donc 155 points. Moi, j'adore. Bah, déjà, je trouve que son profil pour 155 points, il est très bon. Et en plus de ça, elle a la super aptitude qu'on a vu juste avant qui permet de faire bouger tous les guerriers, les petits guerriers, là, les chafs, à 70 points. Donc, c'est trop cool. Et elle a un super profil, le 5 attaque force 4 2-4 offensivement, c'est extrêmement puissant. Elle a l'endu 5, ce qui fait que beaucoup de gens vont toucher que sur du 5+ sur elle. Donc et 20 PV, ça se sort pas. Enfin, ça se sort assez facilement avec les gros de la destruction, mais sinon ça sort pas si facilement. Et pour 155 points, c'est vraiment très bien. Et on a vu son aptitude, qui est juste godlike pour des compos plutôt horde, ce qu'on fera sûrement avec les Dark Oath, on verra quand on passera au chaf. Mais c'est super. Effectivement, moi, c'est une auto-include dans, je pense, pratiquement toutes les listes Dark Oath. On est d'accord, on est clairement d'accord. Donc ensuite, on va passer à la cavalerie. On va avoir les champions cavaliers avec javeline et les champions cavaliers avec hache. D'abord les champions, hein, ceux qui ont la rune marque de héros. Les deux ont 20 points de vie. Le premier avec la javeline coûte 145 points, l'autre avec la hache 140 points. Les deux endurance 3. Ils bougent de 10. Ils n'ont pas les mêmes runes marques, hein. Ceux qui a la javeline débloquent le tir,
et l'autre avec la hache, c'est le soin, si je dis pas de bêtises. Hein. Alors Euh, la charge, hein, c'est pas un tir, hein, le ouais, c'est javelin. la charge. Ouais, pardon, Ah, c'est la charge, effectivement. Donc celui qui a la javeline, lui, il a 4 dés d'attaque au corps à corps, donc portée 1, force 3, 1, 3. Et avec son tir, portée 10, 2 dés d'attaque, force 4, 1, 3. Mais comme tu l'as dit, même si son tir peut être intéressant, l'aptitude nous oblige à aller au corps à corps, donc je trouve que ça va pas dans le bon sens en fait. C'est un peu les opposés au niveau du gameplay. Et, euh, et ensuite, l'autre avec la hache, donc 5 dés d'attaque, force 3, 1, 3. En fait, ce qui me dérange, c'est le force 3. Et en vrai, même le 1, 3, je trouve que c'est... Tu fais rien, quoi, force 3, 1, 3. Ouais. ça revient, on va reparler de ces aptitudes, effectivement. 1-3, c'est ce que font des petites unités, c'est parmi les dégâts les plus faibles de Warcry. Et surtout sur 2 attaques. J'ai envie de dire, au max, tu fais 2 critiques, tu fais 6. Alors certes, ils ont leur aptitude, s'ils sont favorisés, que tout, de souvenir, c'est toutes leurs attaques qui touchent deviennent des attaques critiques. Non, non, Mais non, donc on est sur... c'est pas ça, c'est tu rajoutes la valeur de l'aptitude. Donc tu D'accord, peux... oui, au Ouais, dégât, d'accord. Ouais, donc en vrai, dans le meilleur des mondes, tu peux faire 9 et 9, tu peux faire 18 dégâts, tu vois. Ouais, mais alors là, on est vraiment dans le meilleur des mondes. Hein. Bon, c'est un truc... Et tu te retrouves alors engagé au corps à corps en plus. Donc, Donc donc si déjà, t'as eu... c'est ça. Donc en gros, ça veut dire que t'as chargé, t'as engagé au corps à corps, que tu t'appelles loose, que t'as marabouté les dés avant, que t'as lancé ton attaque, que t'as fait un double 6, et vu que t'as trop de chance, t'as tué le guerrier adverse, et ça t'a permis de te désengager du corps à corps. Bref, tu Ouais, non, comprends que... voilà, oui, c'est... Alors, on en parle... Enfin, moi, je préfère effectivement la version sans le javelin pour son aptitude et pour ses stats aussi, hein, ses stats offensives. Alors, on se retrouve quand même avec 5 attaques. Alors certes force 3, donc on est quand même soumis au counter. Mais on verra que de toute façon, moi je jouerai jamais ces champions-là, je jouerai leur version de base. On va Non traiter, mais... je pense, après, si t'as rien d'autre à dire sur eux. Ouais, non, non, mais en vrai, je pense que... Ouais, voilà, la cavalerie, je suis très déçu de la cavalerie. Hein. On continue, bref, avec les versions classiques, 110 points et 125 points. En fait, moi, je les mets en comparaison de suite avec les cavaliers City of Sigmar. Les cavaliers City of Sigmar, c'est Endu 5, c'est Force 4, c'est 2-4 dégâts. Tu vois, genre, c'est vraiment rien à voir pour le même prix. Il coûte 140 points, un truc comme ça, les chevaliers City of Sigmar. Donc là, sur les Darkoth, j'ai vraiment du mal à justifier leur prix, en fait. J'ai vraiment du mal. En fait, c'est juste parce qu'ils bénéficient des aptitudes Darkoth qui sont super, mais ouais, mais même pas, en fait. Je sais pas. Genre, vraiment, je comprends pas leur prix. Bon, bref, on continue. Donc, vous avez pareil, version javeline, version à pied. Comme je vous l'ai dit, un vaut 110, l'autre 125. Ils ont 18 points de vie, donc 2 PV de moins. Pareil, il bouge de 10 en du 3. Le premier va faire 4 dés d'attaque, force 3, 1, 3. En fait, c'est la version moins forte. Au lieu de faire 5 dés, il fait que 4 dés. Et pareil pour l'autre à la javeline. La différence, c'est qu'il va avoir de la force 3 au lieu de la force 4 du chef sur la javeline. En gros, c'est ça la diff, et il a 2 PV de moins, quoi. Bref, je sais Vraiment, pas. moi alors déjà je vais comparer les 2 profils de base, et après je compare avec les leaders. Mais 2 profils de base, la javeline elle coûte 15 de plus. On a vu qu'avec 15, on rajoute plus 1 en force au Darkos ou à Chieftain, enfin au chef Darkot. Je pense que c'est 15 points mieux investis. Mais bon, voilà, donc moi, de base, si je devais prendre un cavalier, dans tout ce tas-là, je prendrais le moins cher, donc celui à 110. En plus, il bénéficie de la capacité de soins, donc ça lui donne une survivabilité. Il faut se dire à quoi on va utiliser un cavalier. On va l'utiliser pour aller prendre un trésor et se barrer très très vite, très très loin, et le garder le plus longtemps possible. Avec des profils offensifs de ce niveau-là, ils vont pas aller à la castagne. Alors certes, ils ont 18 PV, ils vont pas sortir tout de suite, mais vaut mieux aller prendre un trésor ou prendre un objectif lointain. Enfin, pour le coup,
faire ce qu'on ferait avec une vraie cavalerie dans un vrai, c'est prendre à revers l'adversaire et le prendre de vitesse, ça oui. Mais pas le prendre de force. Ça, c'est pas du tout bon. Et si je compare par rapport aux champions, pourquoi je prendrais jamais les champions? Bah parce que franchement, pour je prends la version avec H, c'est plus 1 en force, plus de PV, ça coûte 30 points. 30 points pour si peu d'amélioration. Moi, jamais je prends ça. Donc je reste sur le 1, 2 max, et encore, je pense 1 vraiment dans tous mes compos, je pense que je peux m'arrêter à 1. 1 à 110, et c'est tout. Je vais en profiter pour rebondir ce que tu as dit. Ce qui me dérange le plus, je pense, dans la cavalerie, c'est leur profil qui a un petit peu, qui a un petit peu le cul entre deux chaises, on a un profil qui est pas bon en attaque, qui est pas très bon en attaque, en fait, faut dire ce qui est, et qui est pas très bon en défense. La seule chose qui est intéressant, c'est comme tu as dit, la mobilité pour aller chercher un trésor. Et effectivement, dans ce cas-là, on va prendre plutôt celui qui a pas la javeline, hein, celui à la hache, pour avoir l'aptitude qui nous permet de survivre un peu plus longtemps et conserver ce trésor. Voilà. Mais après, même si on nous attrape, 18 points de vie en du 3, voilà. Ça sort assez rapidement, je pense. Hein. Oui, hein, clairement, cette mobilité, elle est pratique, voilà, pour les trésors. Pour un côté offensif, on va dire pour les choper un objectif qui est tenu par une petite unité, une petite chaff et tout comme ça, mais il a pas assez, ils sont pas assez offensifs, même pour contre un chaff en fait. Donc je Ah, mais c'est ça. pense que tu mets temps à le tuer, donc t'aurais deux mecs faibles qui se tapent dessus, c'est bon. Les 2 Bah, bébés qui se tapent dessus, c'est bon. je te donne un exemple tout con. Tu prends ça, un cavalier comme ça, tu l'envoies sur un mec des City of Sigmar, hein, les petits piétons à 60, je sais plus combien il coûte de points, 60, 65 points, un truc 60, comme ça. 60 tout court. 60. Donc en gros, t'as un mec qui coûte 60 points, de l'autre côté, t'as un mec qui coûte 100, entre 110 ou 125 points. Euh, Tu vas attaquer le mec City of Sigmar, il va te faire un contre, tu vas pouvoir t'aider et tu vas te prendre tout dans la tronche. Et au final, tu vas perdre tes points de vie au fur et à mesure comme ça, quoi. Donc, Oui, donc clairement. bon, bref. C'est vraiment, si vous kiffez la cavalerie d'Arcot, vous pouvez en mettre un seul, de préférence, le cavalier à la hache non héros. Voilà. Je pense qu'on sera d'accord avec Siggy sur ça. Ensuite, on passe du coup au champion à pied et après au petit guerrier de base. Donc les champions, vous avez le champion maraudeur à 100 points avec 18 points de vie en du 4 qui bouge de 4, 5 dés d'attaque à range 1, force 3, 1, 3. Et ensuite vous avez celui avec la lance qui lui n'a que 4 dés d'attaque mais par contre il a range 2. Pareil, les deux valent 100 points. De base, je suis pas spécialement fan de ce genre de profil, mais là, on peut en inclure un uniquement pour essayer de faire l'aptitude rallier la horde et de... Non, c'était pas rallier la horde, c'est... Allez, les tribus. Rallier les... Non, c'est pas celui-là, pardon, c'était chef de guerre, celui-là que je voulais. Donc pour pouvoir faire chef de guerre, pas avec lui, mais avec lui ou avec un autre... non, bah non, c'est pas avec lui qu'on le fait, c'est avec le chef de guerre Noir Serment. Donc en fait, vous utilisez le chef de guerre Noir Serment, vous faites chef de guerre, l'aptitude le triple, vous le ciblez lui, et vu qu'il est leader, il va pouvoir donner gratuitement une présence exaltante. Pour moi, c'est la seule raison pour laquelle on irait le chercher, pour avoir un leader pas cher. En fait, c'est notre leader le moins cher sur le jeu. Maintenant, vous savez que pour 40 points, bah, vous pouvez jouer un deuxième chef de guerre Noir Serment. Est-ce que ça vaut vraiment le coup entre pour 40 points de différence? On a quand même beaucoup plus de dégâts avec le chef de guerre Noir Serment. Euh, voilà, après, est-ce que ça rentre dans notre liste building? À voir. Parce que toi, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Oui, bah, pareil, moi je l'inclurais effectivement dans très peu de cas. En fait, dans le cas où j'ai la figurine et que j'ai pas de chef Noir Serment. Il faut avouer que c'est une figurine qui fait partie de la bande. Quand tu achètes une boîte de maraudeurs, t'en as au moins un. Voilà. D'un point de vue économique, c'est comme ça que j'utiliserais. Sinon, bah, je lui préférerais soit un chef Noir Serment,
parce que voilà, enfin, on le monte on monte le maraudeur champion en version maraudeur classique. Il coûte 30 points de moins. Un chef d'Arc-Haute coûte 40 points de plus. On a juste un delta de 10 points qu'on peut trouver quelque part assez facilement. Donc toujours, moi je prendrais le. Si j'ai toutes les figurines du monde et que j'ai pas de problème économique, je prendrais la version Dark-Haute Shifted. Ok. Alors moi, je te dirai après, j'ai fait un petit list building avec où j'en mets un. Et je te donnerai ma petite liste Après, je par la suite. préciserai juste quelque chose. Si jamais on doit en mettre un, entre les deux profils, je préfère celui à la lance pour l'avantage de la lance, pouvoir taper à deux et donc pas se manger une riposte gratuite. En plus, depuis pas la dernière FAQ, mais la FAQ d'avant, il y a quand même certaines compétences comme du corps d'éclaireur qui ne s'activent plus sur une attaque à deux. Donc maintenant, c'est quand même de plus en plus avantageux d'avoir des attaques à deux. Clairement. Et surtout, 5 attaques, force 3, se prendre un bon petit counter, parce qu'on va toucher tout le monde à 5+. Je préfère voilà, avoir une attaque de moins et une portée de 2. Je suis tout à fait d'accord. De toute façon, ils sont pas trop là pour taper. Du coup, on continue avec les maraudeurs de base, ceux qui valent 70 points. Pareil, on a une version à la hache ou à l'épée et une version à la lance. La version à la lance, c'est portée 2. Version épée hache, c'est portée 1. On a d'un côté 4 dés d'attaque, force 3, 1, 3, contre 3 dés d'attaque, force 3, 1, 3. Vous avez compris, celui qui a 3 dés d'attaque, c'est celui à la lance. Et ensuite, c'est pareil, bouge de 4, 4 en endu, 10 points de vie. Moi, je trouve que pour 70 points, c'est ok. Je trouve qu'ils sont bien pricés, ils ont le petit keyword guerrier, et c'est ok. Voilà, c'est pas exceptionnel, c'est pas nul, c'est ok. Je sais pas ce que toi t'en penses. Je les trouve bien pricés. Ils sont assez proches d'une bande que je joue qui est les putres sang. Ouais. Les petits mecs avec bouclier, des putres sang, ils ont à peu près le même type de profil, voire peut-être même exactement le même. À peu près le même prix, une l'endu 4, une portée, une lance. Enfin, je parle de la version portée, avec lance, pardon. Encore une fois, j'ai déjà fait la réflexion avec les champions, j'aurai la même réflexion avec ceux de base. Je prends la version avec lance tous les jours. Voilà, 70 points, ça permet d'avoir quand même, on peut en sortir facilement 5, 6. Et avoir quand même encore assez de points pour tous nos champions à côté. Donc c'est des bons chaffs. Je trouve que c'est des bons chaffs à sortir et on verra avec la War Queen, on sera très heureux d'en avoir plein partout. Ouais, mais clairement, clairement. Bon, on termine du coup avec cette fameuse bête, le Ghast Fauve Noir Serment. Il vaut 300 points. Il est très 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 cher. Il bouge de 6. Ça c'est bien. Il a endu 5. Ça va, c'est ok pour un monstre. Et il a 35 points de vie. Il a la rune marque de bête. Il a ce quadruple aussi qu'on débloque. Il a range 1. Donc ça lui fait une menace de 7. 6 de mouvement plus 1 de portée. Il a 6 dés d'attaque. Alors ça c'est vraiment puissant. Force 5. Et il fait 3, 4. C'est ok. Mais c'est pas incroyable non plus. Pourquoi? Parce que en fait, ce genre de... Si vous tapez contre de l'infanterie, du piéton, alors vous allez décimer votre adversaire parce que 6 dés d'attaque, force 5, 3, 4, vous allez faire beaucoup de dégâts. Et puis ça permet de lisser aussi les stats, les 6 dés d'attaque. À la différence où si on prend un Fomoroid Crusher qui a très peu de dés, qui a 3 dés, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça le Fomoroid, c'est 3 dés, Siggy? FOMO, il me semble que c'est 3D, ouais. Donc en gros, vous jouez FOMO. Je revérifie. Ouais. Yes, en gros, normalement c'est 3D. Vous lancez vos 3D, je sais pas, vous faites un triple 1, bah c'est foutu, vous avez rien fait. Et une pièce qui vous a coûté 280 points de mémoire à peu près, et elle vous Pour 3 a. attaques. Ouais, c'est ça, donc c'est 3 attaques. Elle vous a servi à rien lors de ce round de bataille. Et ça fait un petit peu mal. Là où lui il va lancer 6 dés, ok, il fait moins de dégâts parce qu'un FOMO c'est 4-8, donc c'est énorme. Lui il fait 3-4. Mais au moins, vous savez que, je sais pas, sur 6 dés, vous pouvez faire 1-1-1-1, 3-1 par exemple, et faire après 5-6-6, tu vois. Donc, on peut un peu plus lisser nos stats, je trouve. Et ça le rend, comment dire ça, moins gumble.
peut-être qu'un Fomoroid. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce profil? C'est un profil qui est, alors, certes 300 points, ça fait tout de suite très cher. Je pense qu'il paye l'attaque sur le mouvement. Mouvement 6 fait qu'il passe les 300 à cause de ça. Après, c'est un profil que j'aime bien, qui est absolument pas compétitif. Ça, malheureusement, faut l'avouer. Mais en partie casu, je pense que je le sortirai parce que c'est une grosse menace. Un truc, bon, clairement, il rase à peu près tout ce qui passe sur la table et qui est pas trop gros. Et avec ce déplacement à 6, il peut aller choper tous les petits assez facilement. En du 5, 35 PV, bon, il est pas simple à sortir. Donc ça reste 300 points qu'on peut réussir à rentabiliser sur la table. Encore une fois, sur des scénarios compétitifs, malheureusement, il est trop cher. Mais toute unité à 300 a besoin d'être exceptionnelle pour ne pas être trop cher en format compétitif. Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai qu'en format compétitif, une pièce comme ça à 300 points, il faut qu'elle soit exceptionnelle. Maintenant, tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, c'est une analyse de ce qu'on voit sur le papier. On l'a pas testé sur table. Donc, je pense que si on la joue, il faut la jouer dans une optique différente d'un Fomoroid, parce que par exemple, un Fomoroid, c'est vraiment une pièce qu'on peut envoyer au centre, et peu importe la menace qu'on aura en face, vous savez que vous allez pouvoir l'éclater. Parce que le FOMO, c'est peut-être une des pièces les plus dangereuses de Warcry, qui est d'ailleurs très nul sur Age of Sigmar. Mais sur Warcry, c'est très fort. Par contre, lui, face à un Fomoroid, il se fait éclater en deux. Donc c'est une pièce un peu plus peut-être chasseuse, il va devoir choisir ses cibles et on va pas pouvoir l'envoyer contre n'importe quoi. On l'envoie pas contre de la Varanguard, on l'envoie pas contre un Fomon, on l'envoie pas contre un Ogroïde Myrmidon. On l'envoie contre des petits ou encore des héros de niveau moyen, on va dire. On n'envoie pas contre de l'élite de l'élite. Donc il a encore un rôle un peu différent et je suis très curieux de le tester sur table. On a fait le tour pour cette version, la première partie en fait des Dark Oath, hein, la partie classique. Maintenant, il va falloir qu'on voit la partie avec Brand. Déjà, est-ce que tu veux nous faire un retour ou peut-être on attend la fin, comme on attend peut-être la fin et on fait une conclusion à la fin sur ce que tu penses de la bande? Je pense qu'on peut déjà faire un premier rapport. Tu veux dire la bande de Brand ou les Dark Oath tout court? Non, vas-y sur les Noirs Serments si tu veux me faire un retour, je Ok. t'écoute. C'est une nouvelle mécanique dans Warcry. C'est un nouveau type de bande qu'on n'avait pas trop vu, qui je trouve est vachement intéressante. Ça fait plaisir. Je trouve que c'est quelque chose, c'est un bon message. Hein, pour ceux qui rappellent que Warcry est mort, voilà. C'est un bon message. On a des nouvelles filles, on a une nouvelle mécanique. On n'a pas juste, ils n'ont pas juste rebrandé les maraudeurs des Slave to Darkness. Ils ont vraiment créé une nouvelle mécanique, une nouvelle bande, une nouvelle façon de jouer. Certes, peut-être un peu trop technique, mais qui, je trouve, est intéressante. Et je dois dire que je n'attends juste que de voir comment sera la Spirette Dark Oath pour savoir si elle est intéressante pour l'acheter pour Warcry. Clairement, clairement, clairement. Bon allez, on se fait la team de Brand. Allez, on continue avec la bande de Brand, les obligés de Brand. Vous allez voir qu'ils ont, ils ont les mêmes aptitudes hein, de base, la même réaction, parce qu'en fait, c'est des Dark Oath, hein, ils font partie de la faction des Dark Oath. La seule restriction, c'est que vous pouvez prendre chaque guerrier une seule et unique fois, parce que c'est des personnages nommés. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas le keyword héros que vous pouvez pas les prendre. Vous pouvez quand même les prendre. Donc ça, c'est trop cool. Vous pouvez les prendre en Dark Oath, hein, bien sûr, je précise. Pas en allié KO. Donc la réaction, c'est la même, hein, c'est le glorieux trépas, on l'a déjà vu, donc on va pas faire de retour dessus. Ensuite, le double de base, le serment du meurtre, pardon, on l'a déjà vu, donc ça, c'est dit. Maintenant, on passe aux aptitudes suivantes, qui est un triple, qui s'appelle tailler un chemin vers la gloire. En fait, ce qui est dommage avec les obligés de Brand, c'est que des triples. On n'a pas de double, hormis le serment du meurtre, mais qui est le générique. Et du coup, vous savez que si vous les jouez, vous allez devoir consommer des triples, et malheureusement,
Les triples, on en a besoin pour faire l'aptitude de la War Queen, pardon, et l'aptitude du chef Noir Serment. Donc, ça fait beaucoup de triples. Ça, c'est le premier inconvénient. Bref, on rentre dans le sujet. Ils ont quand même des aptitudes intéressantes. Donc, le premier, tailler un chemin vers la gloire jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. Ajouter la moitié de la valeur de cette aptitude, arrondie au supérieur, à la caractéristique d'attaque de ses actions d'attaque de mêlée. Si ce combattant est favori, ajoutez la valeur de ses aptitudes à la caractéristique d'attaque de ses actions de mêlée à la place. Alors ça va être pour Brand, Gunnar Brand. Il va pouvoir booster comme ça ses attaques. Maintenant, c'est un triple. C'est ça qui est vraiment dommage. En fait, ça aurait été un double, je vous aurais dit, mais go directement. Le fait que ça soit un triple, ça nous oblige quand même à faire des choix tactiques lors de la bataille. Et ça rend en fait la construction de liste encore plus difficile. Et ça rend les choix de bataille encore plus difficiles. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ça apporte de la complexité aux Dark Oath, qui sont déjà une bande complexe. Après, le fait de voir plein de triples, je pense c'est peut-être pour soit pousser les gens à jouer l'entièreté de la bande en mode très casu, la petite communauté comme on l'a vu dans la série. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils mettent des triples partout, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve sur beaucoup de ces bandes qui sont tirées de séries sur Warhammer+. Mhm. Après, pour les intégrer dans les Dark Oath, je suis d'accord que c'est compliqué d'avoir ces triples-là. Et je pense que c'est tu vas le jouer à la place d'un Dark Oath Chieftain. Parce que sinon, t'as trop de triples, enfin, ça te coûte trop cher. Parce que l'aptitude de Dark Oath Chieftain oblige à avoir des leaders comme ça. Donc je pense que si tu les joues eux, tu compteras pas sur ce combo, le combo du chef Dark Oath. C'est ça. Sinon, vous avez aussi une autre option, c'est vous le peignez lui, et vous pouvez aussi le jouer en proxy chef de guerre Noir Serment classique. Donc en fait, vous avez la figurine et vous choisissez. Faites kiffer, une partie Oui. vous le jouez en Gunnar, une fois vous le jouez en Noir Serment et vous voyez le gameplay que vous préférez. Mais ouais, bon, on verra après les profils du perso. Mais effectivement, alors pour du casu, c'est trop bien parce que ça nous fait plein de profils différents. On peut faire plein de trucs. Pour le mode campagne, c'est vraiment canon. Maintenant, pour le mode compète, là, c'est difficile pour moi de vous donner un avis sans les avoir testés sur table. Donc voilà, je vais prendre mes précautions. Je vais pas trop m'engager là-dessus. On continue avec le deuxième triple, tir extraordinaire. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude, toujours arrondie au supérieur, à la caractéristique de ses actions d'attaque de tir. Tant que ce combattant est favori et / ou cible un combattant ennemi à 1 pouce de Gunnar Brand, ajoutez la valeur de cette aptitude à la caractéristique d'attaque, de ses actions d'attaque de tir à la place. Donc ça, c'est un truc, j'aimerais le confirmer avec toi, là, parce qu'ils disent et / ou. En gros, ça veut dire que ce combattant, il doit être favori et il doit cibler aussi un combattant ennemi à 1 pouce de Gunnar, c'est ça ou pas? Ah, j'avoue que je sais pas, c'est bizarre comme wording. Grave. C'est grave bizarre. Mais en fait, non. Ah, à moins que. Ah non, je pense qu'on peut l'interpréter Aussi. il est. Ouais, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. En gros, c'est tant que ce combattant est favori, on peut faire ça, ou sinon, s'il cible un combattant à 1 pouce de Gunnar, on peut faire ça. Sinon, on peut jamais avoir cette version améliorée si on joue pas Gunnar. Oui, c'est ça. Donc, C'est ça. Donc je pense que c'est ça, c'est ou le combattant est favori, ou vous le jouez en combo avec Gunnar. Donc en fait, vous êtes obligé de jouer Gunnar plus lui, et là, vous pouvez avoir accès, du coup à l'optimisation. Et on va le voir, lui rajouter des attaques, ça peut être pas mal. Maintenant, c'est encore une fois, c'est un tir. Et le tir extraordinaire sur un triple, je sais pas trop. Je sais pas trop. À tester, franchement, c'est à tester. Je sais pas ce que toi t'en penses. alors, on va discuter, mais là, il faudra plutôt voir au niveau du profil. J'en reparlerai avec lui. Je pense que c'est une bonne capacité, un bon triple. Encore une fois, extrêmement tricky, mais pour moi, c'est un bon triple.
c'était un bon triple, mais on en reparlera quand on verra le Ouais, profil, en fait. sur le profil. Ouais, il y a des choses à dire. Ce personnage-là, c'est peut-être celui où on va avoir le plus de choses à dire. Bon, bref. On continue avec la fureur de la reine de guerre. Toujours pareil, un triple. Ce combattant fait autant d'actions d'attaque de mêlée bonus qu'il y a de combattants ennemis à 1 pouce de lui. Si ce combattant est favori, il fait autant d'actions d'attaque de mêlée bonus qu'il y a de combattants ennemis à 3 pouces de lui à la place. Et augmenter de 3 la caractéristique de portée de ses actions d'attaque bonus. Donc en gros, on va taper à 4. C'est énorme. Dans les deux cas, chaque action d'attaque bonus doit cibler un combattant ennemi différent, même si ce combattant ennemi est à plus de 1 pouce de ce combattant, mais tant que chaque combattant ennemi à 1 pouce de ce combattant a été ciblé d'abord. Donc en gros, ça veut dire quoi ce charabia? À Warcry, on est obligé de taper les combattants ennemis à 1 pouce de nous. Si vous êtes engagé, donc moi imaginons je suis un personnage dans Warcry, je suis engagé avec un autre personnage, imaginons Siggy c'est mon adversaire, et qu'il y a un autre mec plus loin à 3 pouces, je ne pourrais pas taper, même si j'ai la portée, avec par exemple une lance, je ne pourrais pas taper le personnage derrière, parce que je suis obligé d'attaquer sur celui qui a 1 pouce d'abord qui me menace devant. Et bien là, grâce à cette aptitude, vous allez pouvoir taper les autres combattants plus loin, même si vous êtes engagé à 1 pouce, mais vous serez obligé de taper d'abord sur 1 pouce. Bref, cette aptitude, elle est pas mal, je trouve. Mais elle est pas mal si on est guerrier favori. Si on n'est pas guerrier favori, je la trouve vraiment nulle, du moins nulle. Je pense on l'utilise pas en fait. Maintenant, avoir une portée de 4 et gagner autant d'actions d'attaque bonus que tous les combattants ennemis à 4 de nous, je trouve ça vraiment très fort. Hein. C'est une aptitude qui est très utile contre des bandes hordes, justement avec plein de petits, parce que toutes ces compétences qui permettent de faire des attaques bonus en fonction du nombre d'ennemis autour, ça contre le fait d'avoir peu d'unités face à quelqu'un qui en a beaucoup. On a vu qu'avec les Dark Oath, normalement, c'est plutôt nous qui arrivons en mode horde. Donc, c'est dans les cas de combat de bande horde où ça peut être utile. C'est une bonne aptitude, mais qui, encore une fois, réclame d'être très bien placé. Peut-être même des erreurs de l'adversaire qui met tout le monde autour du personnage qui a cette capacité. C'est un triple, ça peut coûter cher, et encore, il est encore mieux quand on est favorisé, mais c'est surtout le nombre d'ennemis qui vont pouvoir être touchés qui va déterminer si on utilise ou non ce triple. Parce que bon, on a vu qu'on a quand même beaucoup de triples chez Dark Oath. Ouais, clairement. Bon, on continue, il y a encore 2 autres triples à voir. Hein. Le mort flétrissante qui nous dit choisissez un combattant ennemi visible à 9 pouces de ce combattant et jetez 6 dés. Ils aiment bien jeter 6 dés, hein, les Dark Oath. Pour chaque 4+, allouez au combattant ciblé autant de dégâts que la moitié de la valeur de cette aptitude. Si ce combattant est favori, jetez 9 dés au lieu de 6. Donc on peut comme ça cibler des combattants, mettre des petits dégâts. Maintenant, c'est un triple. Et c'est un peu... ça va dépendre de notre jet de 4+, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? C'est une aptitude, on le verra quand on verra le profil, qui est sur une unité qui n'a pas grand-chose d'autre au niveau offensif. Donc, si on joue effectivement, on a envie de jouer toute la bande de bande, c'est un triple qu'on va être amené à utiliser pour rendre cette figurine-là viable, on va dire, en combat. Sinon, on a d'autres triples qui sont bien meilleurs, ne serait-ce que parmi les Brand et encore plus parmi les Dark Oath. Clairement. Je pense que c'est le genre de figurine qu'on va jouer en casu, en amical, en mode campagne ou autre. Mais je vois pas trop sa place, du moins. Quoique après, non, je sais pas. Moi, je vois pas trop. Bon, bref, on verra les profils après. Mais c'est vrai que là, sur le papier, comme ça, je vois pas trop sa place dans une liste vraiment burnée. Ensuite, coup démolisseur jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. Les actions d'attaque de mêlée causent une touche sur du 3+. De plus, si ce combattant est favori, jusqu'à la fin de son activation, les actions d'attaque de mêlée causent une touche critique sur du 5+. Lui, je l'aime vraiment bien. Parce qu'il peut nous permettre de venir taper des gros adversaires. Maintenant, c'est un triple. Ça, c'est dommage. C'est cher payé. Toi, qu'est-ce que t'en penses de cette aptitude? Les aptitudes qui permettent de taper sur un score
sans prendre en compte la défense de l'adversaire, c'est toujours bien. Parce que quand on affronte du Stormcast, de l'annihilator Stormcast avec 7 d'endurance, le fait de toujours y toucher sur du 5+, c'est compliqué. Donc là, déjà touché sur le 3+, en plus s'il est favorisé, il crit sur du 5+. C'est une bonne aptitude, mais qui va être très utile face à des bandes avec une grosse défense. Ouais, les bandes Au-delà de ça, d'élite. oui, c'est bien contre les bandes avec une grande défense, type Stormcast, ou même pour certains aspects Iron Joe. Mais encore une fois, il n'a pas un profil offensif. Il a un bon profil offensif, mais il n'a pas un profil extrêmement puissant. Parce que les Stormcast ont quand même souvent 20 PV minimum. Pareil pour les Iron Joe. Donc, et il peut se prendre un contre-coup assez vénère. Donc c'est intéressant, mais encore une fois, il y a des triples bien meilleurs chez les Dark Oath. Ouais, je suis clairement d'accord. Maintenant, on va aller rapidement sur les profils et on va retravailler un petit peu les aptitudes en même temps. Bon, déjà, on a vu Gunnar, son aptitude, c'est de pouvoir se donner des attaques en plus. Lui, il vaut 165 points. Il a 5 dés d'attaque de portée 1, force 4, 2, 4. Il bouge de 4, 4 en endu, 25 points de vie. Il est bien pricé et il a cette aptitude qui permet d'augmenter son nombre d'attaques. Si vous êtes favori, vous augmentez de la valeur de l'aptitude. Donc, vous avez des gros triples, hein, un triple 6, ben, vous prenez plus 6 dés d'attaque. Euh, Malheureusement, je pense que Gunnar, si vous le jouez, vous mettez directement plus 1 en force. Et le plus 1 en force, vu qu'il a 25 points de vie, il va vous coûter un peu cher. Donc, bon, écoutez, je sais pas, à voir. Je sais pas si t'as un truc à dire, à rajouter sur Gunnar. En proxy pour un Dark Oath Warchief. Ouais, non, mais clairement, clairement. En plus, la figue, elle est trop belle. Donc, de toute façon, Non, comme c'est j'ai une très dit, bonne. C'est une bonne fille. Elle est bien pricée en fait. C'est ça qu'elle est bien pricée. Mais directement chez les Dark Oath, pour moi, on a mieux. On a le Warchief est mieux pricé. hmm, Mais si vous avez que lui, que vous jouez la bande, ça reste un bon choix. Mais le meilleur choix sera quand même de jouer en proxy pour un Warchief. ouais, clairement, clairement. Ensuite, on enchaîne avec Singribrand, la fameuse archer, qui vaut 200 points. Elle est vraiment très chère, elle bouge de 10, elle a 3 en endu, 25 points de vie. Elle a l'aptitude de tir qu'on a vu juste avant. Donc son profil au corps à corps, on s'en fout, mais c'est portée 1, 3 dés d'attaque, force 3, 1, 3. Hein, si vous êtes au corps à corps avec, c'est que c'est pas bon. Par contre, son attaque de tir, c'est portée 18, donc c'est énorme. 2 dés d'attaque, force 4, 2, 4. Pour du tir, c'est vraiment très bon, moi je trouve. C'est quelque chose qu'on voit pas dans le reste de la bande Dark Oath. Donc je trouve Mm. c'est un profil qui est très intéressant pour justement avoir un nouveau gameplay au sein des Dark Oath. Certes, elle coûte 200 et elle va coûter encore plus cher quand tu vas lui mettre plus en force pour qu'elle passe force 5. Mm. Parce que donc elle coûtera 220 normalement. Et là, donc force 5. Alors certes, on a que 2 dés de base, c'est pas. La portée est géniale, 18, c'est une superbe portée avec pas de minimum en plus. Mais et 10 de déplacement, enfin elle est dangereuse sur 28 pouces, donc sur toute la table en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Globalement, sur toute la table, elle peut mettre un shot. Et si tu utilises ton triple, et ben si sur un triple 6, tu lances pas 2 dés, t'en lances 8. Mm. C'est ça. Et Euh, t'en lances 8, mais tu les lances 2 fois. Parce que avec 18 de portée, je pense que Ah oui, t'as tu même vois, pas besoin de bouger. tu bouges pas. Surtout que, en fait, tu peux te dire, pendant la partie, je la déplace une fois, je la mets sur un objet et après je tire, tu vois, un petit peu partout sur la game. Et ça, c'est T1 par exemple. Mais après, quand tu veux utiliser cette aptitude, c'est le moment où tu vas pas bouger et tu vas balancer, si tu as un triple 6, tu vas balancer 16 dés, force 5 parce que tu lui auras mis une optimisation, 2, 4. C'est n'importe quoi. C'est un moment ultra fort.
Par C'est contre, extrêmement fort. Ouais. tu as payé ça 220 points et ça t'a coûté un triple 6, où il faut au moins que tu aies un triple 5 ou un triple 6. Donc si tu les as pas, c'est complicados. Ouais, il y a un côté un peu frustrant parce que, en fait, tu peux être ultra récompensé et te faire kiffer dessus parce que tu as eu ton triple 6 ou ton triple 5 au bon moment, que tu as balancé tes dés, tu as réussi tes attaques, tu as tué le perso que tu voulais, ou peut-être même tu en as tué deux, tu as tué deux petits. Mais si de l'autre côté, tu as tout foiré, ben tu as payé 220 points une pièce qui t'aura servi un peu à rien. Je sais pas est-ce que toi tu le vois comme ça ou pas? Ah, oui, mais encore une fois, c'est un autre type de. Enfin, c'est si tu as envie de jouer un autre type de gameplay. De gameplay, C'est ouais. Gumball. C'est Gumball parce que si tu rates ton pari, bah, effectivement, tu as 220 points dans le vent. Mais elle a même pas. Enfin, même sans être favorisée, elle est sur un triple 6. Tu lances 5 dés, force 5, 2, 4. Ah, tu peux faire quand même pas mal de dégâts. Et une fois qu'elle est favorisée, donc une fois qu'elle a tué un petit, voilà, les 8 dés par attaque. Et avec cette divi de portée, ben, elle est hors de portée de tout le monde, c'est-à-dire que personne ne viendra l'emmerder. Alors, pour le coup, c'est 25 PV que ça sert à rien, mais tu risques pas de la perdre. C'est ça, tu risques pas d'avoir 200, Hmm. comme par exemple, avoir 200 PV qui tombe sur un Iron Gut et se fait sortir en une attaque. Elle, faut aller la chercher, et si je la place bien, elle est quand même très loin, et si quelqu'un s'approche, elle a quand même 10 de mouvement pour barrer. Et après, ça peut être un carnage. En gros, si tu joues contre une unité avec des petits, ben, à chaque tour, t'as un petit qui meurt. À Ouais, chaque, non enfin, mais à chaque fois que t'as un triple, un beau triple, hein, il faut quand même un triple 6, je suis d'accord. Mais à chaque fois que t'as un petit qui meurt, ouais, enfin, pour moi, c'est un autre gameplay que je trouve très intéressant. Ouais, non, mais carrément. C'est vrai que tu peux builder ta liste autour d'elle, entre guillemets, et essayer de chercher un gameplay. Peut-être même essayer de chercher un gameplay tir, hein, du moins un gameplay plus harcèlement. Comme on l'a dit, Dark c'est compliqué, du moins c'est une bande qui demande d'être maîtrisée, et il faut faire beaucoup de tests. En tout cas, c'est un profil qui est très intéressant. Pour moi, c'est la meilleure cavalerie d'Arcote. Voilà. Il n'y en a qu'une, on n'en joue Oui, qu'une, on a dit ouais, ouais, qu'une ouais. cavalerie. Et pour moi, ce serait celle-là qu'il faut jouer. Clairement, clairement. Je valide complètement. Ensuite, on a la reine de guerre Tanari qui vaut 185 points, 5 dés d'attaque, force 4, toujours portée 1, 2 à 4 dégâts. Elle bouge de 5, 4 en endu, 25 points de vie. Et elle a cette aptitude qui va permettre de taper autour de soi, de gagner des dés d'attaque à chaque fois, du moins des actions d'attaque bonus par rapport au nombre de figurines qu'on a autour de nous, à 1 pouce si on n'est pas favori, et à 4 pouces si on est favori. Et en plus, ça nous allonge notre portée d'attaque. J'espère que je dis pas de bêtises, hein, que c'est bien 4 pouces, on gagne. Ah non, c'est tous les ennemis à 3 pouces. Attends. À 3 pouces. Il Dans les fait 2 3 points pouces. d'action d'attaque, ouais, c'est ça. Mais par contre, nous, on gagne portée, on gagne plus 3 à la portée, donc on a portée 4 pouces. Si j'ai bien lu. Mais bon, bref, en gros, on va Oui, oui, gagner c'est des. ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc on va gagner comme ça des actions d'attaque pour tous les combattants à 3 pouces de nous. Pareil, il faut qu'on l'optimise parce qu'elle n'est pas assez forte pour vraiment faire mal. On a besoin de la force 5. Du coup, c'est un combattant qui va nous coûter 205 points. Il faut tester. Euh, Là, comme ça, à première vue d'œil, moi, dans mes créations de liste, et ben, compétitif, entre guillemets, j'irai pas forcément jouer les, les profils des obligés de Brand, mais peut-être que, je sais pas, dans un mois, on refait la vidéo, je les aurais testés et je vous aurais dit, en fait, c'est trop fort. Je sais pas. Est-ce que toi, tu as une vision différente? C'est une figurine leader, et sa capacité, elle est intéressante contre des bandes hordes. C'est-à-dire que si en face t'affrontes un Soul Blight horde, c'est super bien. Contre une armée élite Stormcast, malheureusement, tu vas gagner genre 2-3 attaques bonus grâce à son triple, mais tu vas pas les sortir. Ça va pas faire assez de dégâts pour sortir les Stormcast, donc
encore une celle-là, je trouve, très situationnelle. Heu et bon, et en plus, enfin voilà, si ton adversaire, fait un peu gaffe, il peut essayer de s'arranger pour dès que tu as un triple pour pas mettre trop de monde autour et donc elle servira à rien, quoi. Enfin, son aptitude servira à rien. Après, elle a un profil intéressant, un peu voilà, un peu comme Gunnar. C'est pas un mauvais profil, c'est pas mal pricé, Mhm. mais c'est pas aussi optimisé que d'autres chefs qu'on retrouve, d'autres héros qu'on retrouve chez les Dark. Exactement. Ensuite, on continue avec Nadia. Nadja. Ouais, Nadia, les rayés. Ok, 95 points, portée 1, 2 dés d'attaque force 2, 1, 2. Bon, c'est pas pour ça qu'on la joue. Ensuite, un petit sort magique, portée minimum 3, maximum 7, 2 dés d'attaque force 2, 3, 6. Un petit peu un classique pour des sorts, sauf que là, elle a force 2 au lieu de 3. En général, c'est 3. Ensuite, elle bouge que de 3. 3 en endu, 15 points de vie, donc c'est assez fragile. Elle fait pas très mal, mais par contre, elle a l'aptitude, la mort flétrissante, qui va nous permettre de cibler un combattant ennemi à 9 pouces, de lui balancer des dés et de lui mettre des dégâts comme ça. Moi, je la vois pas trop dans des listes. Après, encore une fois, il faut tester tous les combattants pour avoir vraiment un avis réel sur table. Mais là, de prime abord, je la mettrai pas dans une liste. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Pour avoir joué déjà des profils de mages, là on est assez proche. Le plupart des mages sont plutôt force 3. Je parle de l'attaque à Hmm. distance, hein. L'attaque au Ouais, corps à ouais, bien corps, on sûr, bien sûr. l'oublie, ça sert absolument à rien. L'attaque à distance, normalement ils sont force 3 et pas force 2, mais dans tous les cas, tu vas taper sur des mecs avec endu 4, donc tu vas toucher sur du 5+. Donc pour moi, c'est pas moins fort, Non, par là. non. Par contre, elle coûte moins cher, parce que la plupart des mages, ils sont plutôt dans les 120 points. Donc là, on est à à 20 points, 25 points de Ouais. moins. 15 PV, parce que les mages Hmm. n'ont pas tous nécessairement, parfois ils ont peut-être que 12 PV. Ouais, ouais, c'est vrai. Le déplacement à 3, c'est compliqué de bien se placer. Hmm. Parce que là, c'est qu'une portée de 7, hein, donc faut quand même être pas si éloigné que ça. Pour moi, c'est un bon mage, mais le problème, c'est que les mages, c'était pas bon au Warcry. Donc, c'est encore une fois, Oui. malheureusement, c'est pas une sortir en priorité. Pour le fun, encore une fois, dans le narratif, tout ça, c'est cool d'avoir une unité mage, dans son jeu. Et pour 95 points, c'est sympa à sortir. Ouais, c'est ça. En fait, je vais la mettre en comparaison avec l'oracle Darkot Savager, qui elle aussi est mage, mais à côté, elle a un double exceptionnel. Là où lui, c'est un triple. Enfin, franchement, ça aurait été des doubles leurs aptitudes, j'aurais pas du tout eu le même discours. Mais là, c'est un triple, ça nous mange ça nous mange un triple. Et si on joue ce combattant, on le joue pour utiliser des triples. Donc ça veut dire que c'est un triple qu'on n'utilise pas avec un autre combattant. Et je trouve ça cher payé en ressources, pas en coût en points, parce que oui, comme tu dis, il est bien pricé. Mais les ressources demandées, c'est un peu compliqué, je trouve. Que je reproche surtout, c'est que c'est des triples qui ont besoin d'être des triples hauts pour être Oui, c'est intéressants. ça, c'est ça. Parce que des triples, on en aura plein. Enfin, tu peux en avoir Oui, plein avec les aptitudes, des Dark Hautes, mais tu auras des triple 1. Et c'est les ça. triple 1, bah, sur lui, faire 1 de dégâts sur des 4+, quel En intérêt? fait, Quel intérêt? en fait, c'est bien que tu me dis ça parce que ça me permet de rebondir. Toutes les aptitudes classiques d'Arcot, on n'a pas besoin de triple ou de double ou de quad, peu importe, de valeur. Alors que les aptitudes des obligés de brand, eux, ont besoin de triple de valeur. Et dans notre système de jeu, dans notre gameplay, on va cycler les doubles et les triples et les quads comme ça, mais c'est toujours le cyclage qu'on va obtenir, c'est des cyclages de 1, de valeur de 1. Donc pour les obligés de brand, c'est un peu nul. Enfin, on a quand même pas mal d'aptitudes qui ont besoin d'avoir des beaux triples, sur Hmm. les Dark Hautes de base. Mais là, c'est juste, enfin, elles sont meilleures si tu as des gros tirs, parce que les Dark Hautes de base, par exemple, le soin pour le Rider, Oui, oui, c'est mieux si tu as un triple 6, enfin, un double 6 plutôt qu'un double 1. Mais bah, déjà, on est sur du double, et surtout, ben, c'est des études, c'est moins impactant. Alors que là, c'est des trucs qui vont faire des dégâts, c'est des aptitudes qui vont faire des dégâts, sauf que ben, si tu as
triple 1, tu vas faire 1 dégât. Enfin, c'est ridicule. C'est juste ridicule. Ouais, non mais clairement, clairement. Bon, du coup, on va terminer avec le dernier profil d'attaque qui s'appelle Dendrel Gearbrand. Un Dendrel, yes. Il vaut 125 points. Il bouge de 4. 4 en endu. 18 points de vie. Portée 1. 4 dés d'attaque, force 4. 2, 4. Pour un Darkot, c'est un classique. C'est correct. Il a un profil un petit peu de chef, en fait. Maintenant, vous allez l'optimiser si vous le jouez obligatoirement. Lui, vous n'allez pas lui mettre plus 1 en force, contrairement aux copains. Vous allez plutôt lui mettre plus une attaque. Ou si vous avez pas beaucoup, si vous avez très peu de points à optimiser, vous lui mettez plus 1 en dégâts critiques. Moi, je préfère le plus une attaque. Pourquoi? Parce que lui, il a le triple qui est coup démolisseur qui va nous permettre de toucher sur du 3+. Donc en fait, vous en foutez d'avoir d'avoir une force de 5. Parce que à chaque fois que vous allez utiliser le coup démolisseur, vous allez toucher sur du 3+. De plus, il va faire des critiques sur du 5. Donc ce mec-là, il peut, à l'inverse de par exemple la reine de guerre qui, elle, gérait plus la horde, lui, il peut gérer un peu plus l'élite. Vous pouvez l'envoyer sur un Stormcast et il peut faire des dégâts. S'il est déjà au corps à corps, il peut s'activer 2 fois pour le coup et qui balance toutes ses attaques, il va pouvoir faire quelques dégâts, potentiellement peut-être sortir un guerrier à 20 points de vie en une activation, je sais pas, si vous avez de la chance, hein, vous appelez Luce et que vous avez de la chance, ok. Euh, mais bon, bref, moi je l'aime bien. Je sais pas toi comment tu vois le profil. Il est à l'image, selon moi, de toute la bande de Brand. Hein. Ils sont bien pricés. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ils sont pas OP. Ils sont pas magnifiquement optimisés. Ton analyse, effectivement, sur comment l'améliorer, tiens, je suis entièrement d'accord. Il est là pour taper de l'élite, de la grosse défense. Il est vraiment là pour ça. Et en fait, enfin, je vais partir un peu sur ce que je ressens sur toute la bande, c'est que c'est une bande elle a tout moyennement. C'est-à-dire Ouais, c'est qu'on ça. a plein de gameplays différents, on a plein de profils différents, on peut jouer plein de trucs. Je pense que pour finalement quelqu'un qui fait du narratif, c'est une bande vraiment très plaisante. C'est ultra plaisant pour faire parce que tu as tout et chaque round, tu vas avoir un triple différent et tu vas jouer ce round-là autour du triple que tu as envie de jouer. C'est super sympa pour du narratif, pour du casu, en mode sans prise de tête. Malheureusement, dès qu'on parle de compétitif, ils font pas de figure face à des profils qu'on vient de voir. Hein. Je parle même pas d'aller dans des alliés, trucs comme ça. Il y a des profils Darkhaut qui sont mieux et qui ont un gameplay mieux défini. En fait, il y a un problème de définition de cette bande sur son gameplay. Ils peuvent tout faire, mais ils peuvent tout faire moyennement. C'est exactement ça. Tu as très bien résumé. Je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, tu peux même te dire, je joue les obligés de Brand. Alors là, j'ai pas le calcul, mais on peut dire que ça fait 2, 4, 6. On a à peu près 800 points sur la bande entière et tu rajoutes 3 petits et tu as une bande à 8 figurines qui est ok, qui est moyenne, sur lequel tu peux t'amuser, que tu peux te faire kiffer en narratif. Maintenant, si vous voulez du compétitif, je pense, voilà, hein, après c'est encore une fois, c'est une analyse sur papier, mais je pense que vous les jouez pas et vous jouez les profils classiques. C'est mon avis comme ça après analyse. Je pense que tu partages le même opinion, hein, je pense, Siggy, hein, par rapport à ça. Oui, je pense que c'est une bande, je vais pas gêner, il y a des chances qu'un jour je me l'achète parce que les filles sont belles. Elles ont de la personnalité au niveau du sculpte, elles ont de la personnalité au niveau du gameplay. Mais je sais que je vais les acheter, je vais les peindre, mais je viendrai jamais en compète avec. Sauf peut-être l'archère, mais pour ce gameplay étrange où je vais peut-être avoir de la chance et infliger 18 dégâts à un moment. Tu vois, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Elle, Singri Brand, comme ça qu'elle s'appelle, hein, la nana à 200 points à l'archère, je la vois très très bien dans les listes d'armées des Anglais. Ils adorent le tir.
et je vois trop des listes d'armées autour d'elle. Voilà, telles que je les connais, petit dédicace à nos amis anglais. C'est vrai, c'est très très vrai. Et je suis sûr que si on voit ces trucs, c'est le premier truc qu'ils vont dire, c'est auto-include, c'est comme ça. Ouais, Je les c'est vois ça. très bien dire vous la prenez toujours et Ouais, mais elle sera toujours là. non, mais c'est ça. Mais en fait, c'est ouf de voir à quel point on est complètement différents en termes de construction de liste entre nous, les Français, et de l'autre côté, les Anglais et même les Américains. Mais c'est vrai que les Anglais, ils sont très portés sur le tir. Et je sais pas si ça vient de leur histoire avec l'arc long anglais, etc. Tu vois. Et nous, avec notre côté un petit peu plus cavalerie française, et cette charge, ce corps à corps, un petit peu de la chevalerie médiévale. Mais c'est vrai que nous, on aime construire des listes plus autour du corps à corps, alors que eux, ils sont là vraiment en mode tir, 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 quoi. Du coup, Siggy, on a fait le tour un petit peu de tout ça. Je vais proposer, moi, allez, une liste comme ça que j'ai créé tout à l'heure, vite fait avant la review, qui tournait autour principalement bah, des profils de base avec une War Queen, un Noir Serment, un chef Noir Serment. Ensuite, c'était que des petits et euh, la bête. Donc on était à 8 combattants en tout. Donc ça fait la reine, le chef de guerre, la bête, et ensuite ça fait 1, 2, 3, 4, 5 petits. Voilà, on a une bande comme ça à 8 combattants, et je crois qu'il me restait encore 25 points, si je dis pas de bêtises, de mémoire, hein, euh, pour pouvoir optimiser ou notre chef de guerre, ou notre War Queen, ou peut-être les deux, dépendamment de ce que vous voulez mettre en optimisation. Ça serait un premier build. Ensuite, on peut faire un autre build où on vire la bête, on rajoute un autre chef de guerre, donc on met 2 chefs de guerre et une War Queen, et ensuite on met que des petits. Alors vous pouvez vous faire kiffer si vous voulez à mettre un cavalier, ou mettre par exemple Singri Brand, l'archère dedans, et comme ça on a un deuxième départ de liste. Est-ce que toi tu vois autre chose là comme ça, comme liste qui pourrait surgir en compétitif entre guillemets? Non, malheureusement, j'ai pas assez analysé pour sortir, notamment au niveau des coups en points. Mais clairement, moi, je partirais sur quelque chose où on spamme quand même pas mal les maraudeurs. Parce que j'aime bien jouer avec des chaffs avec ce genre de points-là. Donc je pense que c'est bien, ils peuvent faire du bon contrôle d'objectif, surtout une War Queen, ça évidemment. La War Queen, Ouais, auto-include. pour moi c'est mon auto-include à chaque fois parce que elle a un super profil, elle, et son aptitude, justement avec des bandes un peu populeuses, est très très forte, et quand elle est favorisée, c'est encore mieux parce que avoir toute sa bande qui compte double pratiquement sur les objectifs, ça permet des retournements de situation assez fous, hein. Ah mais c'est une dinguerie, hein. Poser deux petits sur l'objectif, ça vaut 4, c'est énorme. Alors moi, pour une liste que je prendrais assez, je pense la plus simple à jouer, ça serait une Dark Oath War Queen, Mhm, auto-include évidemment, un Dark Oath Chieftain parce qu'il a à pied, parce qu'il a un mhm. très bon profil. Ensuite, j'irai chercher chez Brand pour prendre la petite Sigrid, pour avoir ce gameplay de tir aussi intéressant. Je prendrais deux surmontures à 110 points, et je comblerai avec le reste de maraudeurs avec lance. On Bien arrive à sûr, hein. 900, donc 9 figurines, 995 points. Franchement, c'est Euh, propre, hein. et je pense on joue sur les triples, hein, Mhm. les triples de nos deux leaders plus de l'archère. On joue autour de ça, et chaque tour, en fonction de comment le round s'articule, on va jouer sur soit le triple de la War Queen pour déplacer un maximum de figurines, soit faire des dégâts avec le triple de l'archère, soit justement commencer un gros combo avec le triple du chieftain, du chef d'Arcot. Mm. Carrément, carrément. Mais ouais, c'est plein de petites listes à tester, et ça c'est cool. C'est que vous pouvez vous dire que avec une seule faction, vous allez pouvoir faire
plein de parties, plein de tests, plein de gameplay un petit peu, créer plein de builds d'armées différentes. Et c'est ouf de se dire que juste sur une faction, on a une rejouabilité incroyable. Et les gens qui ne connaissent pas Warcry, eh ben peut-être que ça, ils le voient pas. Mais juste avec une armée, alors chose qu'on ne retrouve pas forcément, ou du moins aussi poussée sur comment dire ça, sur les bandes Warcry de base. Donc les bandes Warcry qui sortent déjà entre guillemets préconstruites. Peut-être qu'on a un petit peu moins de latitude de création, même si on peut toujours prendre les héros à côté, etc., et créer des builds sympas. Mais c'est vrai que quand on prend les factions comme ça, tirées de Age of Sigmar, des fois, on a vraiment plein de dingueries à faire, comme les City of Sigmar. Il y a vraiment plein de builds différents qu'on peut construire, même si en compétitive, on s'oriente toujours plus ou moins sur les mêmes unités, mais ça c'est comme partout, hein. On retrouve ça sur 40K, on retrouve ça sur AOS, c'est comme ça, on retrouve ça sur tous les jeux en fait. Et je voulais terminer avec un truc, voilà, c'est que pour ceux qui suivent Warcry, vous savez qu'on a eu encore un nouvel ajout, en plus des bénédictions divines qui arrivaient dans une des dernières boîtes de jeu, c'est les traits de bataille. Et les traits de bataille, c'est quoi? Donc déjà, j'ai fait une vidéo sur traits de bataille, donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. En gros, ça va être des aptitudes supplémentaires qu'on va gagner, c'est cadeau, qu'on va gagner dépendamment de la bande qu'on va jouer. Donc si vous jouez par exemple City of Sigmar, vous allez gagner un trait de bataille qui va vous permettre de faire des choses en plus pendant la bataille. Alors je vais prendre un exemple concret, parce que celui de City of Sigmar, je le connais pas, mais si on prend par exemple les Splinter Fang, eh ben, ils nous disent que chaque round de bataille, on va pouvoir utiliser l'aptitude poison une fois gratuitement. Donc normalement le poison c'est sur un double, et ben là on va pouvoir le faire gratuitement une fois par round de bataille. Et c'est trop stylé je trouve. Malheureusement, là sur les Dark Oath, vu que les Dark Oath sont sortis après la mise en place des traits de bataille, et ben ils n'ont pas eu, et c'est ce que je cherchais moi dans les mises à jour, mais j'ai pas trouvé, ils n'ont pas eu de trait de bataille attitré. Ça veut dire qu'ils sont obligés d'aller chercher le trait de bataille classique KO, qui est pas fifou en fait. Voilà, c'était un petit peu le mot de la fin pour cette analyse des Dark Oath. Tu veux rebondir là-dessus ou pas, Siggy? Oui, c'est vrai que maintenant, bah, c'est une des dernières bandes qui en a pas, parce que la dernière FAQ en a donné à certaines qui n'en avaient pas encore. Et on comprend pas trop pourquoi. Pourquoi la FAQ ne leur a pas donné un trait de bataille. C'est une mécanique alors que j'ai pas eu l'occasion de tester pour le moment, mais qui est super intéressante pour redynamiser le jeu, recréer de l'équilibrage. Moi qui joue les Corvus Cabal, ça apporte dans leur gameplay. Donc c'est une super amélioration, et donc on est triste de pas les voir chez les Dark Oath. Clairement, les traits de bataille, moi aussi, hein, j'ai pas testé encore, mais ça donne, ça augmente l'identité de chaque bande. C'est vraiment très très bien pensé, et c'est vraiment une bonne chose. Donc j'espère que lors de la future mise à jour, ça veut dire dans 3 mois, eh ben, on aura le trait de bataille pour les Dark Oath classiques, parce que ceux des Dark Oath Savager, on en a une, bien sûr. Bon, en attendant, on pourra les jouer avec, le trait de bataille du KO classique, même si c'est pas fifou. Au moins, c'est toujours un bonus supplémentaire à prendre. On a fait le tour hein, pour cette analyse. Hein. J'espère que j'ai rien oublié. Si tu veux rajouter quelque chose, c'était quand même très long. Si tu veux rajouter quelque chose, Siggy, je t'en prie, c'est le moment. Je pense qu'on a été exhaustif, on a tout traité. Et en long large, bon, un peu plus fatigué sur la bande de Brand, mais comme on l'a dit, c'est une bande qui est moins axée sur le compétitif, et donc on a moins de choses à dire pour la faire rayonner, malheureusement. Exactement. Exactement. Non mais ouais, c'est vrai, on a fait une grosse analyse. Hein. Là, je suis à 1h56 de vidéo. Ça va pas faire 1h56, bien sûr, quand je vais la poster, mais c'est quand même très très long. Donc, donc j'espère qu'en tout cas, ça vous plaira. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir le travail, et surtout si vous voulez soutenir Warcry, ça c'est très important, n'hésitez pas à mettre un gros pouce
sur la vidéo, à mettre du Warcry en commentaire, hein, des cœurs, du Warcry, tout ce que vous voulez. Mettez ce que vous voulez autour de Warcry, mais comme ça permet de soutenir. Je tiens à remercier Siggy. Hein, merci Siggy d'avoir été présent avec moi ce soir pour cette analyse. Et on continuera à vous faire comme ça des analyses régulièrement. La prochaine qu'on vous fera, ça sera la chambre de ruination. Voilà, Siggy, comme j'ai dit, hein, merci pour tout le travail fourni sur la chaîne et surtout sur le Discord. Je vous invite d'ailleurs tous à nous rejoindre si vous voulez discuter avec notre ami Siggy, responsable Warcry et responsable Discord. Venez sur le Discord, le lien il sera en description. Vous êtes tous les bienvenus. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Siggy, pour la fin? Comme tu as dit, rejoignez-nous sur le Discord, on est gentil, on mord pas, on adore peut-être un peu trop Korn, mais on en reste gentil. Ouais, On aime, voilà, on est accueillant, on parle Warcry, mais pas que. On cherche juste à développer effectivement de plus en plus cette communauté sur Warcry, sur d'autres jeux, la communauté WizGame TV. N'hésitez pas à passer sur le Tipeee aussi, ça fait toujours plaisir. c'est vrai. Voilà. Merci Siggy, c'est vrai que je l'ai pas dit ça, mais il y a un lien aussi Tipeee. Si vous voulez participer et soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Tous les tipeurs, vous avez accès à tous les jeux concours, donc merci à tous ceux qui soutiennent. D'ailleurs, Siggy qui soutient régulièrement, merci Siggy. Et vous avez aussi le lien MyHobbyPlace si vous voulez nous rejoindre sur MyHobbyPlace. Et du moins, si vous voulez acheter de la figurine, n'hésitez pas à passer par MyHobbyPlace. Vous avez le petit onglet WizGame TV, je récupère un petit quelque chose. Bref, allez faire un tour dans la description, il y a plein de choses. Hein. Il y a d'autres liens sur lesquels, d'autres réseaux sur lesquels je suis, il y a d'autres chaînes aussi. Il y a tout plein de choses. Si vous êtes curieux, vous cliquez dessus. Merci encore à toi, Siggy. Et nous, on vous dit à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde! Ciao!